Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Démontrez-vous, le podcast qui explore l'univers des montres du chanfrein à la boucle. Je suis Édouard, entrepreneur, passionné par les montres depuis plus de 30 ans et avec ce podcast, je donne vie à un rêve, celui de rendre l'horlogerie accessible et passionnante, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet. Démontrez-vous le podcast, c'est chaque vendredi à 9h. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Alors, c'était cool ce petit retour dans les années 90, non ? Jean Lassossois représente parfaitement le type de personnalité que j'adore dans le milieu de l'horlogerie. Quelqu'un qui a su rester simple et toujours fidèle à ses valeurs et convictions après 35 ans dans le métier. Hyper inspirant. J'espère que vous avez apprécié. Si tel est le cas, vous pouvez me le signifier à l'aide d'une note 5 étoiles, d'un commentaire ou d'un abonnement à la chaîne par exemple. Merci à Cavadini12, Damien8157, Lionel et Aijage pour leurs commentaires sur Apple Podcast. Vous le savez désormais, ABP Concept, aka l'atelier du bracelet parisien, est mon nouveau partenaire. Un partenaire avec lequel je partage beaucoup de valeurs. Et là, je vous révèle une actu un peu plus bas. J'ai d'ailleurs reçu récemment Yann Perrin dans l'épisode 53, je vous le conseille vivement. Perso, et vous commencez à me connaître, je ne sais parler que de marques ou de personnes qui m'inspirent. Et là, ABP, c'est vraiment le kiff absolu pour personnaliser et sublimer nos montres. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous m'ont fait part de leur envie de s'offrir un bracelet chez ABP, mais sans avoir la possibilité de se rendre à la boutique. Vous savez quoi ? Ça tombe bien. Et si ABP vous proposait de vivre l'expérience du sur-mesure, mais sans bouger de chez vous ? Mais pas grâce à une IA, non. En visio direct live de la boutique parisienne avec un conseiller qui vous accompagne à chaque étape pour concevoir votre bracelet en quelques minutes. Après avoir recueilli vos specs, les artisans le fabriquent et vous l'expédient directement. Voilà ce que j'appelle du sur-mesure. Ce tout nouveau service va être disponible dans les prochains jours. En attendant, je vais le tester moi-même en faisant concevoir un nouveau bracelet pour ma Zénith. Je vous montrerai les étapes et le résultat sur mon Insta. Et maintenant, place à l'épisode 59. Cette semaine, je suis très heureux de recevoir à nouveau Dylan Trekking, le fameux aventurier qui vous avait tant passionné dans l'épisode 30. Ce dernier inaugure un format que je vous proposerai de temps en temps. Une émission nommée Watches and Friends, dans laquelle mon ou mes invités se prêtent au jeu d'une conversation entre amis sur leur actu, mais aussi sur l'actu horlogère, leurs avis sur des montres ou des phénomènes en lien avec leur lot. Bref. Vous l'aurez compris, c'est juste un alibi pour inviter des amis. Nous avons préparé ensemble 2 épisodes dont voici le premier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 59 de Démontrez-vous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir quelqu'un qui est déjà venu dans l'émission, que vous connaissez et que vous aviez adoré. Dylan Auguste, plus connu sous le nom de Dylan Trekking, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Tu es explorateur professionnel, on peut dire, tu es aventurier, tu préfères aventurier je crois. Hein. Ouais, moi je préfère aventurier. Connu pour avoir traversé l'Atlantique, l'Islande, Laponie, Canada et j'en passe. Ouais, quelques petites expéditions. Petites choses. T'as également créé ta chaîne sur Twitch qui cartonne avec notamment l'émission No Cheat Code, bien connue, l'émission de survie IRL, In Real Life, où t'invites des youtubeurs, des gamers, je crois des podcasteurs aussi, ouais. T'as failli, où tu vas. Ouais, aussi je vais, ouais, tout à fait. Et une immersion en pleine nature, donc forêt, déserte, etc., pour apprendre la démerde. Et voir qui s'en sort le mieux. J'avais bien aimé quand on avait parlé dans l'émission et tu m'avais dit c'est bien parce que les gens les voient en réel, ouais. Enfin en réel, en entier pardon, ils voient leurs jambes. Ouais, ils voient leurs jambes. C'est la première fois qu'ils voient leurs jambes, ils découvrent leur streamer préféré. Je fais un petit crochet, ça me fait penser, j'ai vu ta story, je pouvais pas ne pas en parler, la rétrospective Twitch 2023, ouais. Trop cool, top 10% monde en 5 streams. Alors top 10%, c'est en fait Twitch a ce truc sur les récaps, ils mettent top 10%. Pour pas créer non plus trop de différence, on va dire, entre les gros streamers et les streamers plus modestes. Ouais. En vrai de vrai, on est dans le top 0,01%. Putain. Ouais, c'est pas mal. Honnêtement, je suis pas trop les chiffres parce que je fais pas ça pour les chiffres. Bien sûr que non, parler. C'est toujours. Mais en fait, c'est cool de voir que tu te plantes pas.
Parce que tu vois, quand tu fais des projets comme ça, tu les fais avec beaucoup de tripes, et c'est des projets. Enfin, moi, quand j'ai lancé mon projet, on m'a dit ça marchera jamais. Enfin bon, il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de moi, etc., y compris dans le monde de Twitch. Et si tu veux, aujourd'hui, là, je vais être dans le récap publicitaire Twitch mondial de l'année. Ils vont montrer ma gueule, tu vois. Donc c'est qu'apparemment, je me suis pas trompé. Ça te fait monter dans les résultats de recherche, évidemment. Bien sûr. Et puis ça veut dire que tu vas dans la bonne direction. T'existes, quoi, tu vois. Et quand tu créer des projets comme ça, donc je suis très très content qu'on en soit arrivé là. Et catégorie travel et outdoors. Ouais, voyage et nature. Voilà. Ouais, en fait je fais quasiment que de l'outdoor, du coup c'est important de le préciser. Ouais, c'est important de le préciser. Mais du coup, je suis devenu une des têtes d'affiche mondiale de cette catégorie-là, et encore une fois, je le dis avec beaucoup de modestie et de recul, parce que je stream très peu, donc je suis pas streamer, mais je suis très content de voir que l'outdoor, l'aventure, le bushcraft, peu importe comment on appelle ça, intéresse les gens. Déjà, moi je suis très content. Et aussi, je suis très content de voir que, encore une fois, que des fois, tu peux avoir des projets un peu débiles sur le papier, qui paraissent complètement cons, et qu'en fait, ils marchent du feu de Dieu, et que finalement, tu t'étais pas planté. Moi, je trouve vraiment, c'est hyper important pour moi de me rendre compte que c'est pas juste ma mère et ma petite sœur qui m'encouragent derrière en disant c'est une bonne idée, tu vois. C'est de voir qu'il y a vraiment des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui regardent tes émissions. Parce qu'à chaque fois c'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de travail pour faire une émission produite en extérieur, en direct. On avait fait le pôle Nord en début d'année, mais ça j'en ai déjà parlé ici, je crois. Enfin, c'est beaucoup de taf, c'est beaucoup d'orgas, c'est beaucoup de travail, beaucoup de merde. Beaucoup de merde, et puis contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est 80% de préparation et de tout d'admin, et tout ce qu'on n'aime pas, quoi, quand on tout ce qu'on déteste. Et puis de toute façon, même une expédition, hein, demain tu pars en Antarctique, c'est 80% de merde administrative et logistique, et de visa et de sponsoring et de machin et de trucs. Enfin, t'es pas tout le temps dehors en train de courir dans les bois tout nuls, hein. Ça, contrairement à ce que certains sur Instagram veulent vous faire croire, ils passent plus de temps à leur bureau que dans la forêt à couper du bois, hein. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Et c'est intéressant, comme tu dis, pour les concepts, c'est que ça fait penser que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle concrètement. C'est que toi, t'as cru en un truc, un petit peu moi, pareil sur le podcast, en suivant ton instinct, en ne reproduisant pas ce que tu avais vu forcément, parce que la gangrène aujourd'hui, c'est la copie de la copie de la copie. L'uniformisation. Et le point commun qu'on a, toi et moi, c'est qu'on fait des contenus qui nous inspirent. Et moi, quand j'ai démarré, j'ai même pas regardé ce qui se faisait en fait. Donc je suis pas allé me dire, attends, ça marche, ça stratégiquement, etc. Et finalement, quand tu vois que ça va dans la bonne direction, c'est toujours cool, quoi. Ouais, ça touche. En vrai, ça touche, parce que quand c'est des trucs auxquels tu crois, quand tu crois vraiment en ton projet, que tu t'es battu pour le monter et tout, qu'au début, on en parlait tout à l'heure en off, mais au début, tu gagnes pas d'oseille, au début, tu payes pour le faire. Voilà, attention. Au début, tu perds de l'argent, sur un projet comme ça. Et en fait, quand tu te rends compte que finalement ça marche, et que tu commences même à rentrer de l'oseille à un moment donné avec ça, tu fais putain, c'est beau, quoi, tu vois. Ouais, c'est cool. C'est vraiment cool. Parce que comme tu l'avais très bien dit dans l'épisode 30, il n'y a pas de classification chez Pôle emploi avec le job de explorateur rémunéré avec un CDI. C'est toujours pas depuis l'épisode 30. Ça va changer. Hein. Non, apparemment les mecs du Pôle emploi t'écoutent pas, je sais pas, mais Et ça me fait la transition pour ceux qui l'auraient pas encore écouté. Alors continuez à écouter celui-ci. Vous pouvez faire un petit crochet. Je saurais que trop vous conseiller de savourer l'excellent épisode 30 où on avait pété les scores. Depuis, ça a été invaincu, hein, les 3h40, je sais pas quoi. C'est vrai qu'on avait glissé un peu. On avait glissé. Et encore, comme je l'avais expliqué, on avait un petit souci de carte mémoire, parce que sinon on aurait dépassé les 4 heures sans problème. Je pense sinon on y était pour la journée. Hein. Ouais, vraiment. Lever du soleil au coucher du soleil, je pense. C'est ça. On est ensemble aujourd'hui parce que forcément, ce qui nous relie, c'est également la passion des montres. Plus exactement des tools. J'en ai amené quelques-unes, on va en parler. Tu es suivi, alors je sais pas comment on peut dire, parce que c'est pas vraiment du sponsoring au terme où on l'entend, par l'excellente marque OW, Oleg & Weiss, qu'on adore. J'ai d'ailleurs mis mon Oceanograph aujourd'hui, on fera une petite photo avec nos montres. On en parle un peu plus tard, mais c'est vraiment un partenaire. Enfin, je collabore avec eux en fait. T'es en R&D avec eux aussi. Ouais, c'est ça. En fait, on bosse là-dessus, surtout sur la R&D. Ça fait un moment qu'on collabore. En gros, ils me passent des montres pour que j'aille les tester. On va faire simple et efficace, et on développe une montre ensemble. Alors je sais qu'à la fin, quand cet épisode sera diffusé, je le sais d'avance, je vous connais tous là qui nous écoutez, je sais que je vais recevoir 150 messages privés sur Insta pour savoir quand est-ce que ma putain de montre chez OW sort. Je sais, j'en reçois je sais pas combien par semaine. Donc elle sort, on a beaucoup avancé, je peux vous le dire ici en exclusivité. On sait à quoi va ressembler, on sait exactement ce qu'elle va faire, etc. Donc on bosse sur ce genre de truc avec OW. Donc voilà, on est en train de développer
ma montre d'exploration et d'aventure, la montre parfaite, à mon goût évidemment, bien sûr, toute proportion gardée. Mais ce que je pense avec mon expérience de terrain, c'est qu'il y a la montre, voilà, que tu peux embarquer vraiment en expédition polaire et il peut rien t'arriver. Donc on est très bien avancé. Je suis extrêmement heureux de ce sur quoi on est tombé. Je pense que ça va être une bombe. Ah ouais, je crois que là. Réaliser conjointement avec un aventurier, c'est quand même assez rare. Aujourd'hui, elles sont souvent produites et ensuite essayées, testées par des aventuriers, des explorateurs. Toi, tu étais en amont à la conception, c'est quand même plutôt rare aujourd'hui. Il y a même, j'ai envie de te dire, il y a même pire que ça. Il y a beaucoup de marques qui font croire qu'elles ont développé en partenariat, et je parle pas que des montres là, je peux même parler de Toutoun, enfin peu importe, ça il y a énormément de trucs qu'elles ont développé en partenariat avec un aventurier, un explorateur bien célèbre ou un mec qui a un sacré CV et tout, alors qu'en fait il appose juste son nom sur le truc et il prend un chèque. Il y en a beaucoup, je vais pas forcément les citer, je pense qu'il y en a pas mal de gens qui écoutent qui savent de qui je parle. Mais là c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que ça fait vraiment 2 ans qu'on discute de cette montre. Bosser là-dessus, ça fait 2 ans que moi mon cahier des charges il est très clair, et en fait si tu veux il y a eu aucun moment je crois où OW m'a répondu non c'est trop compliqué, ou non c'est pas grave, ou non on va juste se servir de ton nom pour pousser le truc, machin. Je crois qu'il y a vraiment aucun monde où c'est arrivé. Il y a à chaque fois que je leur ai dit un truc, il y a une fois, je crois, où il m'a dit attends, c'est peut-être compliqué, faut que je me renseigne. Et en fait, 10 minutes après, il m'a appelé en me disant non, c'est bon, en fait, on va le faire. C'est chiant, mais on va le faire, tu vois. Et ce qui est hyper fidèle à l'ADN de la marque de départ en plus. Ça, c'est exactement. Et c'est des vrais passionnés de montres, tu vois. En fait, c'est ça qui est con. Mais c'est pas une marque qui vend du. C'est pour ça aussi que moi je bosse beaucoup avec eux. Parce que je sais ce que c'est en off, je sais qu'ils se foutent pas de la gueule du monde, je sais que c'est des vrais passionnés, je sais qu'ils travaillent leurs produits H24, je sais qu'ils font tout pour sortir les meilleurs tools possibles que eux ils ont envie de porter, tu vois. Et moi je sais aussi, et ça c'est hyper important, dès que je fais un sponsoring de manière générale, moi j'ai 3-4 sponsors à l'année sur mes émissions de Twitch, etc. C'est pas pour rien que c'est toujours les mêmes qui reviennent, c'est parce que c'est des trucs que j'ai testés en amont, et vraiment quand je recommande quelque chose, c'est que je l'ai testé et que je le recommande pas juste parce que je prends un chèque ou je sais pas quoi, tu vois. Exactement, et c'est ce qu'on explique souvent parce que il est souvent reproché à certaines personnes en disant, moi je parle pas de moi dans ces cas-là, mais je veux dire en disant vous mettez en avant telle ou telle marque. Pour moi il y a vraiment 2 catégories de créateurs de contenu. Il y a ceux qui font ça sans trop regarder, sans être trop regardant, et finalement c'est la couleur du chèque qui va déterminer. Je fais des grandes marges, mais des grandes lignes, mais on est plutôt là-dessus. Il y en a pas mal. Il y en a quand même pas mal. Et il y a vraiment ceux qui vont pousser les produits qui les inspirent, qui leur parlent, ou en tout cas qui sont alignés en tout cas avec ce qu'ils pensent. Et que tu connais, c'est-à-dire que tu as au moins testé. Moi je sais qu'à chaque fois que je recommande un truc, je fais un placement de produit ou peu importe. Alors OW c'est pas des placements de produits, mais à chaque fois que je recommande une marque, c'est en connaissance de cause. Je l'ai testé au moins à minima 2-3 mois pendant, tu vois, 2-3 mois minimum. Voilà, c'est comme ça au moins je suis sûr de ce que j'avance, tu vois, quand je recommande. Et sachez à l'inverse que il nous arrive, on en parlait même hier soir au téléphone, et toi et moi, bien souvent, de refuser des choses pourtant alléchantes, très alléchantes, parce que c'est pour nous pas du tout aligné avec ce qu'on veut faire. Donc ça c'est vraiment un truc à dire aussi. Ouais, c'est important. Voilà, moi ceux que j'ai en collab et compagnie, en partenaire, c'est vraiment des personnes que j'apprécie, etc. et qui bien souvent en plus sont passées au micro. Donc vraiment. Non, mais c'est important de le dire ça aussi. Aujourd'hui, on va partir sur un format un peu différent de ce que je fais habituellement. Et c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, et de plus en plus j'irai vers ce genre de format. Et merci en tout cas Dylan de te prêter au jeu. Avec plaisir. C'est vraiment une conversation entre amis. C'est un format que j'ai jamais appelé Watches and Friends. En fait, je trouve que c'est vraiment le truc qui va bien. Donc des montres et des amis, car c'est bien de ça dont il s'agit. Des potes et des montres, des sujets d'actu, des avis dans une ambiance vraiment cool. Voilà, donc je pense que c'est vraiment le truc. Donc on repart pas sur la présentation et compagnie, on est vraiment sur quelque chose de différent. Et ceux qui veulent mieux te connaître, ils repartent sur l'épisode 30 et après ils reviennent sur le sujet déjà. Voilà, on va pas revenir là-dessus. Non. Quelle a été ton actu depuis Alors, on s'était vu pour l'épisode 30 qui était du 26 mai. Je crois qu'il y a eu des petites choses. Il y a un peu de. Ouais, il y a eu, alors du coup, on est un peu revenu sur Twitch. Il y a eu une petite pause de 8 mois quasiment, parce qu'il faut bien bosser sur les projets. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en amont, et bon, ça prend du temps, donc on est enfin revenu sur Twitch. Il y a des expéditions de prévues. Alors j'avoue, sans rentrer trop dans le détail, j'ai des petits soucis de santé qui vont peut-être me mettre à l'arrêt pendant pas mal de temps.
et je suis un peu dans l'inconnu en ce moment, qu'il y a des expéditions de prévues maintenant. Antarctique 2024, pour l'instant, elle est en pointillé. Ouais, c'est ça. Ça va dépendre de ce que décide ma santé. Donc ça, on verra. Mais je continue à bosser de toute façon sur mes expéditions comme si de rien n'était. Ouais. Mais je peux plus les annoncer avec beaucoup d'aplomb. Je suis obligé de mettre un petit bémol à tout ça. Ouais, je comprends. Mais encore une fois, il y a rien de gravissime. C'est juste assez grave pour que ça m'empêche de partir en expé, quoi. Bah oui. Donc il y a pas mal de projets Twitch, j'avoue, du coup, pour compenser, parce que forcément, ça demande moins physiquement de faire un projet sur Twitch que de partir 2 mois en Antarctique. Et aussi, alors là, j'en ai jamais parlé, donc je le dis en exclu. Alors, ceux qui me connaissent bien le savent, ceux qui me suivent sur Insta aussi un peu. Je suis un grand fan de boxe depuis toujours, gros pratiquant, etc. de sport de combat. Ça fait 25 ans que je fais des sports de combat. Et donc, je suis en train de réaliser, et ça, c'est une grande fierté et un beau projet. Je suis très content. Je suis en train de réaliser un documentaire sur un boxeur qui s'appelle Sofiane Oumia, qui est vice-champion olympique de boxe, qui est triple champion du monde amateur et qui va participer au JO de Paris. Ouais. Et je suis en train de réaliser un documentaire qui le suit pour montrer ce que c'est la vie d'un boxeur. Mais vraiment documentaire vraiment léché. Enfin, c'est à destination de plateforme de streaming, donc je peux pas encore dire quelle plateforme de streaming parce que voilà, parce que NDA. Mais ça va être un très beau documentaire et on a déjà 11 minutes exactement de montée. Enfin, je suis trop fier en vrai. Donc ça, c'est un projet qui me prend du temps, mais ça, j'espère que les gens iront le regarder parce que c'est un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps et qui a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, qui a rien à voir avec les montres, qui a rien à voir avec l'aventure, enfin qui a rien à voir avec Twitch. Enfin là vraiment. C'est une autre facette de ta personnalité. C'est ça. Et j'ai déjà fait des documentaires et tout, mais là on passe l'étape supérieure et sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est vraiment un sujet passionnel chez moi. Tu vois, je suis debout tous les week-ends. Dans la nuit de samedi à dimanche pour regarder la boxe partout dans le monde. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà, je fais pas semblant parce que non, c'est vraiment, voilà, ma femme me voit pas du week-end en général, donc. Ça fait quand même beaucoup de passion. Ta femme, elle devrait avoir une médaille, non? Ouais, une médaille, tu parles. Des centaines de médailles, la pauvre. En plus, elle s'y intéresse, c'est ça le pire, c'est qu'elle s'intéresse à mes passions. T'as réussi à les faire s'y intéresser? Parce qu'au début, elle devait pas s'y intéresser. Non, elle découvre, tu sais, elle m'accompagne c'est ma cadreuse aussi, c'est elle qui filme tous mes projets sur Twitch. Donc on vit des moments vraiment cool ensemble. Tu vois, on a été au pôle Nord ensemble, etc. Alors que c'était pas du tout. Oui, mais j'avais vu effectivement. Voilà. Elle m'accompagne partout. Du coup, elle est toujours fourrée dans les bois avec moi, à couper du bois et tout, la pauvre. Enfin, mais tu vois, elle s'est retrouvée à kiffer ça. Même les combats de boxe, elle est venue avec moi déjà à des grandes soirées boxe et tout. Pareil pour le MMA. Enfin, elle s'intéresse à des trucs. Le rugby, parce que je suis aussi un gros fan de rugby. Pareil, ceux qui me suivent sur Insta le savent. Mais c'est intéressé à mes passions. Donc en plus de me laisser le champ libre pour un mec un peu dispersé, hyper actif comme moi, en plus elle s'y intéresse, elle y accorde vraiment de l'importance et ça partage ses passions et c'est la preuve d'amour ultime, je pense aussi. Ouais. C'est génial, clairement. Et heureusement, mais tu vois, je vais te dire un truc, anecdote perso à la con. Mais quand on s'est rencontrés, elle était venue chez moi et j'avais mon ancien chez moi, mon tout premier chez moi, j'avais des bibliothèques remplies de mangas, tu vois. Et elle avait jamais lu de manga de sa vie et je pense comme beaucoup de monde, elle avait une opinion biaisée des mangas. Carrément. Et en fait, elle a lu Dragon Ball et elle a adoré. Et du coup, maintenant, elle lit des mangas, tu vois. Et c'est con, mais dès le début, elle s'est dit, attends, je vais m'intéresser un peu à son univers. Il a l'air de kiffer ça. Et donc, bravo à elle, vraiment. Elle est très présente en plus, vraiment, heureusement. Parce que dans les expéditions et tout, elle m'a sauvé les miches plus d'une fois, quand même, à distance. Donc, parce que c'est vraiment elle, la tour de contrôle. C'est le fil rouge, c'est ce qui te relie finalement. Ouais. Heureusement, vraiment. Il y a 2-3 fois où elle m'a bien sauvé les miches, on va pas se mentir. Donc, heureusement qu'elle est là. Mais non, ouais. Bon, big up à ta femme. Ouais. Bravo à elle. Donc un petit peu affaibli, mais tu pour l'instant pointillé sur les projets, mais ça te permet de faire d'autres projets, moins orientés physique et sport finalement. Bon, ce qui est un mal pour un bien quelque part. Ouais, en fait, c'est des choses que tu voulais faire peut-être pour lesquelles tu n'avais pas le temps. Ouais, c'est ça. En fait, je suis beaucoup dans l'écriture en ce moment de projet, dans la création, dans plein de trucs comme ça. Ouais. Du montage vidéo aussi, j'étais à la bourre sur plein de trucs. Donc c'est bien ça m'a posé un peu. Après, ça m'a aussi mis à l'arrêt complet pendant un moment où je pouvais vraiment plus m'asseoir. Enfin, ça fonctionne par crise en fait, ce truc.
et où je pouvais même plus m'asseoir, donc je peux pas travailler sur l'ordi non plus. Ouais, d'accord. De toute façon, il faut essayer de tirer du positif partout, parce que sinon, au bout d'un moment, tu te laisses juste abattre et t'avances pas. Donc effectivement, on essaye de voir ça comme du temps de repos, entre gros guillemets, et voir qu'en ce moment, je peux écrire des projets. Ouais. Il y a un projet que je veux faire depuis 3 ans, je vais pouvoir le faire là en janvier, tu vois, alors que j'aurais jamais eu le temps de le faire. Trop bien. Parce que normalement, en janvier, j'étais au Canada pour une expédition, tu vois. Donc bon. Ouais. Au moins, tu as cette intelligence de pouvoir prendre le parti, enfin, en tout cas, tirer le meilleur parti de ton temps et de pas rester à te dire, bah non, finalement, je peux pas faire ça. T'as pas le choix. En vrai, ouais, mais t'as plein de gens qui le feraient pas. Hein, ouais, mais quand t'es à ton compte, t'as pas le choix. Hein. Enfin, je veux dire, quand t'es chef d'entreprise, si tu commences à dire, bah non. Il y a un petit souci là. Ah bah tu rentres plus d'oseille, quoi. Donc, enfin, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça va vite. Ouais, ça va vite. Très très vite. Est-ce que tu veux qu'on vienne un petit peu plus en détail sur quelques explorations ? On en avait parlé, on avait touché du doigt certaines, notamment le Canada qui avait été incroyable. Et si tu en avais peut-être une ou deux ou des trucs sur lesquels on pourrait revenir, qui t'ont marqué, dont on n'a pas parlé, tu as peut-être réfléchi à quelque chose qui te... Bah, alors, il y en a une, enfin, le Canada, c'est quand même, enfin, j'en parle souvent et on me pose souvent des questions sur le Canada. Il y a pas longtemps, j'ai encore fait une interview sur le Canada alors que c'était 2019, tu vois. Ouais. Mais parce que c'est vrai que c'était marquant. Je pense que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont connu avec le Canada sur Instagram, sur les réseaux, et machin. Puis l'émulation qui s'est faite aussi. Voilà. C'est-à-dire que t'as commencé à devenir plus en plus, entre guillemets, connu. Ouais, ça s'est fait exponentiellement sans trop que tu t'en rendes compte au fur et à mesure. Enfin, il y a eu vraiment un effet de boule de neige qui est intéressant. Et puis, il y a, enfin, c'était un truc particulier. Je veux dire, c'était long. C'était, du coup, les gens avaient le temps de s'y intéresser. Enfin, voilà, ça racontait beaucoup de choses. Et puis, c'est une aventure assez hors norme, entre guillemets. Enfin, assez hors norme, du moins pour que les gens s'y intéressent encore 4 ans après, voire 5 ans. Et avec le fameux froid. Ouais, voilà, il y avait tout en fait qui était réuni dans cette aventure pour en faire un film. Mais après, je crois une expédition qui m'a peut-être moins impressionnant et moins extrême que le Canada, mais qui m'a fait, par contre, c'est sûr, c'est l'Islande. Parce que du coup j'avais traversé l'Islande du sud au nord, donc dans le mauvais sens en plus, comme d'hab. Bah, qui est celle qui m'a fait parce que c'était ma première vraie aventure. J'étais pas du tout préparé. T'es parti j'étais vraiment pas préparé. Hein. C'est vrai. Bah, en fait, je suis parti. Enfin, même l'histoire pour la faire courte, hein, mais je suis parti après une rupture amoureuse avec mon sac à dos en disant bon bah, je pars avec un aller simple, je me casse. Et j'avais toujours rêvé d'aller en Islande. Où je m'arrache, je me casse en Islande. Donc je pars avec un aller simple en Islande. J'avais une vieille Casio World Timer, même pas G-Shock. Une Casio, ah non, même pas, putain. Et vraiment pas préparé. Non, vraiment pas préparé là pour le coup, j'avoue. Et en fait, j'ai visité un peu le pays, j'ai fait le tour du pays en bus, machin. Bon bref, j'ai fait du stop. Enfin, j'ai un peu en mode galérien, tu vois, parce que l'Islande ça coûte cher. Donc je me suis vite retrouvé à devoir travailler. Du coup j'ai été pêcheur / chef cuistot là-bas, enfin seconde cuisine dans un resto étoilé sur le port. Et le resto avait son propre bateau de pêche en fait. Donc on pêchait la semaine et le week-end on cuisinait, tu vois. Et du coup j'ai été pêcheur et cuistot là-bas. Et en fait au bout de quelques mois, j'ai pris ma thune et je me suis dit bon je tente un truc. Maintenant j'ai envie de voir le pays mais de façon un peu différente. Et j'ai toujours aimé faire les trucs à pied, tu vois, galérer un peu. J'en ai déjà parlé de ça, mais aller dans les bois, construire des cabanes et tout. Je me suis dit confronté au réel. Bien, je vais traverser, tu vois. Et du coup je fais une première nuit en tente. J'ai failli mourir de froid. Mais vraiment, j'avais le temps de Décathlon, 20 €. Ah oui, parce que, juste la parenthèse, tu m'avais parlé effectivement à l'époque en disant l'importance de l'équipement, mais tu l'avais pas réalisé à l'époque. Ah non, c'est ce qui me fait réaliser l'importance de l'équipement, c'est cette aventure-là, parce que du coup, je suis à 2 doigts de canner la première nuit. T'étais en tente 2 secondes quechua, quoi. Même pas 2 secondes, mais la tente, c'est les tentes 20 balles, là, vraiment la canadienne. Ah oui, la canadienne. Entrée de gamme, voilà. T'es 2 piquets, tout le bordel, quoi. Ouais, c'est ça. Avec un duvet pareil, Décathlon à 20 balles, donc évidemment, j'ai failli canner. Ah putain. Il fait combien, là? Il faisait moins 10, je pense, cette nuit-là. Et du coup, je suis parti m'acheter un duvet. Donc déjà j'avais un duvet. Donc c'était beaucoup mieux, que j'ai toujours d'ailleurs, hein, qui est super. Et j'ai traversé le pays du sud au nord à pied. Donc déjà, c'est le mauvais sens, vraiment. Faut pas faire ça. C'est complètement con de le faire du sud au nord. Mais bon, écoute, je l'ai fait. C'est par rapport au climat, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au dénivelé, par rapport aux étapes, etc. Enfin, c'est pas du tout fait pour être dans ce sens-là, en fait. Les étapes beaucoup plus dur. Ouais, c'est beaucoup plus dur et c'est beaucoup moins
débutant friendly, on va dire ça comme ça. Et en fait, tu vois, jour 2, je crois, jour 2 ou 3 peut-être, je me pète la gueule parce que mon sac est trop lourd et mal équilibré. Je me pète la gueule dans une descente parce que j'ai pas les bonnes chaussures. Enfin, bon, voilà. Rien ne va, quoi. Rien ne va. Et tu le sens, tu le sens que rien ne va à l'époque où tu te dis juste, est-ce que tu te dis c'est le matos qui va pas, ou est-ce que tu te dis en fait je suis peut-être pas bien préparé? Non, je me dis tout le long, je me dis je suis pas préparé. Tu t'en rends compte, je le sais. Je continue parce que je veux, parce que c'est comme ça, je suis têtu, je suis con, enfin voilà, ça voilà. Donc j'y vais tête baissée si tu veux, tunnel vision, mais non, je sais très bien que je suis pas préparé. Enfin à la fin, ça a duré 2 semaines. À la fin, j'étais une loque, tu vois, vraiment une loque. Engelure de partout. Ah ouais, non mais j'étais fracassé. Je te dis, je me suis pété la gueule, j'ai vraiment failli mourir. Je pense, j'ai été sauvé par mon sac à dos. Qui m'a rattrapé à un rocher, enfin j'ai que des merdes. C'est 127 heures ton truc. Ouais, mais je passais par les endroits où j'aurais jamais dû passer. Enfin tu vois des trucs comme ça où t'es pas parce que je faisais de la rando dans les Pyrénées et tout, mais enfin là je suis passé par les endroits sans déconner, je me retrouve sur une crête de montagne, je sais pas ce que je fous là avec les 2 pieds sur le côté si tu veux, avec vraiment la crête au milieu, vraiment un rasoir. Et je sais pas comment je me suis retrouvé là. Et encore aujourd'hui je sais pas, parce que j'y suis retourné depuis en Islande pas mal de fois. Je sais pas comment je me suis retrouvé là-bas. Ça me paraît vraiment pas logique. Avec le bon matos cette fois-ci. J'ai oublié mon bonnet pendant une pause. Enfin, tu vois, je me suis assis. Mais c'était en quelle année ça? C'était une dizaine d'années. Hein. Ouais, oui, c'est pas non plus il y a 1000 ans, quoi. Non, c'est ça. Mais ouais, une dizaine d'années. Autre personne, quoi. T'étais pas le même. Mais en fait, c'est con, hein, mais il y a plein de trucs. Quand t'as la fatigue, la faim, parce que j'avais la dalle. Quand t'as soif, quand t'as machin, quand t'as truc. En fait, tu fais plein d'erreurs. Et ce que t'apprends à faire, c'est pas tu deviens pas parfait avec l'expérience, avec machin et tout, mais t'apprends juste à gérer ta fatigue, à gérer ta faim, à gérer ta soif, et en fait à devenir la meilleure version que tu peux être dans ces conditions-là. Ouais. Et au Canada, par exemple, j'ai fait, je pense, des erreurs que là, comme ça, je pourrais pas te les citer, tu vois. Alors qu'en Islande, je peux t'en citer 50. Au Canada, je pourrais pas t'en citer. Après, en Laponie, je peux t'en citer une erreur que j'ai faite. C'est une masterclass d'erreurs, quoi. Bah en vrai oui hein. Mais tu sais on apprend vraiment dans l'échec. Moi c'est cliché mais j'y crois vraiment. Ah oui carrément. Parce que quand t'es à 2 doigts de perdre tes doigts, je peux te dire que tu refais pas la même erreur, tu vois. C'est con mais bon. À la Mike Horn. Bah à la Mike Horn ouais. Et Mike Horn pareil hein, tu vois sa première expédition le mec bah il perd une phalange. En fait dès qu'il a en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que la moindre erreur est vraiment fatale, quoi. En fait. Ouais, c'est ça. C'est pas juste un apprentissage. Et c'est pour ça que j'étais content de le faire en Islande à chaque fois. Parce que c'était correct. On va dire, c'était pas encore. J'aurais fait les mêmes erreurs au Canada. Je serais au bout de 3 jours, je serais mort, tu vois. Littéralement, je serais vraiment mort. Là, t'étais à moins 23, moins 25. Canada, c'est descendu à moins 50. Oh, putain. Et on avait pas mal de jours à moins 30, moins 35, moins 40. Ah ouais. Mais tu vois, enfin, je suis content. Je suis vraiment content d'avoir fait autant d'erreurs et je sais d'avance. Enfin. Il y a beaucoup d'aventuriers / explorateurs ou pseudo-aventuriers ou pseudo-explorateurs, enfin peu importe, des vrais ou des faux, qui osent pas reconnaître qu'ils font des erreurs, tu vois. Moi ça c'est un truc qui me gonfle, mais d'une force, ce côté... c'est l'ego en fait. Ce côté surhomme en mode moi je fais pas d'erreurs parce que machin, parce que truc. Déjà on fait tous des erreurs. Ils comprennent pas ces gens-là. Voilà. Et on fait tous des erreurs, même moi aujourd'hui, qui est du coup quelques expéditions à mon actif, et notamment encore une fois le Canada, mais le Canada c'est un record mondial, donc c'est un... Enfin je veux dire ça m'a placé dans une autre dimension, ça m'a pas empêché à l'expédition d'après, avec la fatigue, de faire une erreur complètement con, tu vois. Bien sûr. Mais on n'est pas... déjà on n'est pas des machines, on n'est pas infaillible, et surtout dans des conditions comme ça, parce que encore une fois les gens... je pense qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah putain il a oublié son bonnet ». C'est hyper facile à projeter quand t'es dans ta caisse en train d'écouter un podcast hein. Quand ça fait 5 jours que tu marches, que t'as pas bouffé depuis ton 48 cerveau heures, fonctionne pas de la même façon hein. Que tes connexions neuronales sont pas les mêmes hein. Tu deviens un robot dans le sens primitif du terme, c'est-à-dire tu marches voilà, tout droit. Il y a pas de... Tu réfléchis plus et en fait c'est vraiment on se rend pas compte à quel point ça peut être lourd pour le corps vraiment et pour l'esprit. Et en fait, c'est ça qui est le plus dur dans les expéditions polaires, c'est qu'il faut tout le temps gamberger. En fait, tu te laisses jamais aller, tu te laisses jamais vraiment partir dans tes pensées et tout. T'écoutes des podcasts, tu mets de la musique, des trucs comme ça parce que tu peux pas, voilà. Mais t'es tout le temps concentré sur ce qui est en train de se passer autour de toi parce que, encore une fois, t'enlèves ta moufle, tu peux perdre un doigt, enfin, tu vois, donc tu peux pas. La fameuse fois où en expédition aussi, dans ta tente, tu regardais ta montre la nuit pour essayer de rester éveillé, je crois. C'était ça. Ouais, bah ça, c'était le Canada pour le coup. Ouais. C'était avec une G-Shock, avec ma Rangeman qui est juste en face de toi. Ouais. Et là mais c'est parce que là j'étais en hypothermie, là je sentais que si je m'endormais je cannais en fait. Donc j'attendais que le soleil se lève. Qu'est-ce que c'est dur de résister à l'endormissement. Ah ouais, je pense que c'est une des choses les plus difficiles. Ouais, c'est dur.
Là, c'est quand t'es en caisse, bon, alors c'est complètement différent. Tu sais, quand t'es en caisse, la nuit, c'est infect. Et que tu sens vraiment quoi que tu fasses, c'est-à-dire que t'es prêt à accepter de fermer les yeux avec le danger, tellement t'es fatigué. Ouais, d'ailleurs, arrêtez-vous. Enfin, celle-là, c'est l'ancien ambulancier qui parle. Arrêtez-vous quand ça vous arrive, ça. Quand vous piquez du sang dans la gueule, arrêtez-vous. Et je me dis, mais qu'est-ce que t'étais con, en fait, de faire ça, quoi. On l'a tous fait. Et le problème, c'est que, là, c'est l'ancien ambulancier qui parle. On l'a tous fait jusqu'au jour où t'interviens sur une bagnole qui l'a fait pour de bon, tu vois. Et que le mec a fermé les yeux, mais c'est la dernière fois qu'il a fermé les yeux. Donc, arrêtez-vous, franchement. Et le portable et fatigue au volant, ça, c'est trop. J'ai vu trop d'accidents à cause de ça, c'est un truc ouf. Oui, mais c'est vraiment ce moment, moi, qui m'intéresse, qui me fascine, c'est ce moment, et comme tu dis, où le cerveau réfléchit pas de la même façon. Où il y a un moment, en fait, où ton cerveau accepte malgré tout fermer les yeux pour le sommeil, ou tu sais, comme t'es en mode survie, t'es en mode survie, ou comme des personnes qui vont se noyer et qui finalement n'ont même plus à même plus à lutter. Non, c'est ça. Et puis finissent par respirer dans l'eau à la fin. Et finissent par respirer dans l'eau, quoi. C'est ton système primaire qui te dit juste là, en fait, si je dors pas, je vais mourir. Et il y a vraiment un appel comme ça, tu vois. Et moi, c'était l'inverse. Si je dormais, je pense que je cannais. Mais ça, voilà, j'ai eu de la chance de travailler au SAMU pendant longtemps. Assez pour apprendre beaucoup. Ça aussi, ça a dû te sauver la vie parfois. Ah oui. Plus d'une fois. Plus d'une fois, ouais. Mais en vrai, Alban Michon, donc j'en parle à chaque fois, mais je suis obligé d'en parler parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, il faut être loyal aussi. Alban m'avait dit que lui, il s'entraînait à Ifremont, dans les Alpes, ou je sais plus exactement. Avec des médecins spécialisés dans le froid, etc. Et en fait, c'est une partie que beaucoup de gens négligent. Et alors que c'est hyper important de partir en ayant à minima la base des gestes de secours, tu vois. C'est les gestes de premier secours au minimum. Ça paraît tellement évident pourtant. Bah ouais, je sais. Mais tu vois, juste savoir gérer, par exemple, je fais une connerie, mais savoir gérer une hémorragie. Parce que t'es pas à l'abri de te couper, tu vois, en faisant à bouffer ou c'est juste du bon sens. C'est ça que quand tu le dis comme ça paraît juste dingue de pas le faire. Ah, moi, je pense que 80% des explorateurs ou aventuriers que je connais savent pas faire un garrot, tu vois. Je vais même plus loin. Je pense que, et je sais plus avec qui j'en parlais récemment, je comprends même pas que ce genre de choses soit pas enseigné à l'école, finalement. Alors, ils ont essayé, avec la JAPD, de faire ça pendant 10 minutes. Non, moi, je suis d'accord, c'est catastrophique, qui est pas, surtout un truc régulier, parce que quand tu pratiques pas, tu l'oublies. Bien donc, sûr. Voilà, chaque année à l'école. Un truc sur 3-4 jours, tu vois, un vrai truc complet, parce que on le voit façon ça en France, par rapport aux États-Unis, au Canada, etc., où ils sont très formés. Il y a beaucoup plus de décès en France par manque de soins directs, parce que typiquement, que ce soit sur un AVC, que ce soit sur un arrêt cardiaque, etc., tout ce qui compte, c'est le temps. Mais du coup, si par exemple un arrêt cardiaque, alors contrairement à ce que vous voyez dans les films, avec un massage vous rattraperez jamais personne, vous le maintenez juste en vie en attendant que les médecins arrivent avec des médicaments, on gagne du temps, et avec un choqueur. Mais globalement, en vrai de vrai, c'est juste pour maintenir le flow. Parce que sinon les 30 premières secondes sont décisives, c'est ça? En arrêt cardiaque, t'as un peu plus en vrai de vrai, mais le plus vite le mieux. En fait, il n'y a pas de règle, parce que ça dépend de chaque patient, ça dépend d'un milliard de trucs, de pourquoi il fait un arrêt, de si ça commence par un arrêt respiratoire, un arrêt cardiaque, machin. Mais en vrai de vrai, le plus vite le mieux. Et les AVC, pareil. Mais les AVC, tu peux rien faire, il y a que le chirurgien qui peut faire. Donc c'est pareil, c'est plus vite il est pris en charge, et plus vite tu sais reconnaître les signes. Enfin, c'est toujours une question de temps, si tu veux. Et en France, on n'est pas du tout formé sur ça. Pas du tout. C'est fou. Et ça, pour l'avoir vu en direct, avoir vu des gens avec littéralement morts dans un salon, avec 5 personnes autour qui savent pas faire un massage cardiaque, qui sont juste en train de courir en rond, ils sont en panique, tu vois. Les gamins qui sont des éponges, tu leur fais ne serait-ce que 1 à 2 jours chaque année. Non, mais évidemment. Mais tu changes la vie de beaucoup de gens, en fait. C'est une catastrophe que ce soit un truc remisé au second plan à ce point-là. Alors qu'ils foutent des défibrillateurs un peu partout. En plus. Après, moi, j'aimerais bien savoir combien de personnes ça s'en sert. C'est ce que j'allais te dire, finalement. En plus, c'est des défibrillateurs automatiques, donc ils sont extrêmement simples d'utilisation. Faut juste savoir où placer les patchs, et après faut juste appuyer sur un bouton. C'est d'une simplicité sans nom, parce que vraiment ils sont automatiques. Et l'appréhension fait que beaucoup de gens n'ont peut-être pas à s'en servir non plus, etc. Donc Et après t'as les DSA, t'as les défibrillateurs semi-automatiques, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui peuvent être mis en place, mais encore une fois, le problème c'est qu'à la fin c'est quand même un geste humain, et que si l'humain est pas remis au centre du débat, ça marchera jamais. Ça marchera pas. Bah non. Ah tiens, je vais te parler d'une petite actu, la fameuse vente aux enchères. T'as entendu parler de cette vente aux enchères de... J'ai vu ça.
Ça. de novembre, début novembre. Le 6 novembre, la vente de Mohamed Zaman, qui a vendu 113 montres. La vente Patient for Time. Et donc la fameuse 1675 de Marlon Brando, qu'on retrouve dans Apocalypse Now. Donc cette fameuse montre, elle avait été achetée par Mohamed Zaman 1 952 000 € en 2019. Et là, elle s'est vendue à près de 5 millions. Donc en 4 ans, elle a fait x2,5. Donc il n'y a plus de limite en fait, c'est ça. Alors, en plus, ça m'intéresse. Apocalypse Now, c'est mon film préféré de tous les temps. C'est vrai. Ouais, vraiment. La version Redux. Enfin bref, je suis ouf d'Apocalypse Now. Et juste là en Blu-ray d'ailleurs. C'est vraiment, c'est vraiment mon film préféré. Du coup, j'aime les montres. Donc j'ai vu le truc, je me suis dit putain, est-ce que j'aimerais l'avoir? Oui, cette montre, clairement. La petite gravure au fond et tout. Voilà. Maintenant. Passer de 2 à 5 millions. Déjà 2 millions, c'était n'importe quoi. Déjà 2 millions, c'était n'importe quoi. Et passer de 2 à 5 millions en l'espace de 4 ans. Moi, il y a un truc qui m'interroge, c'est est-ce que ça prend autant de valeur parce que c'est une montre, parce que machin et tout? Est-ce que c'est un fan de montre qui l'a acheté, ou est-ce que c'est plus parce que c'est un article de film culte, tu vois? Ou est-ce que ça passe, ou est-ce que c'est juste un objet de spéculation? Ou alors est-ce que c'est de la tout spéculation? Auquel cas, bon bah là on retombe on avait déjà parlé dans la première, mais ça faut arrêter avec ça, la spéculation à tout va, et sur des objets. Enfin, je veux dire, faut bref, on a vu que ça s'est pété la gueule en plus avec les Bored Ape, là, certains NFT, yes. Où ils ont mis les Justin Bieber et compagnie là, qui ont mis 50 millions dans les NFT qui coûtent 10 balles maintenant. Bon bah voilà. Enfin, il faut pas spéculer pour spéculer, tu vois. Tu peux pas, c'est pas de l'investissement, c'est différent. Et ce qui est fou, c'est que c'est décorrélé, c'est-à-dire qu'on voit quand même, alors même si le vintage continue de progresser gentiment, en tout cas de stagner, légèrement progresser, le neuf se pète la gueule, et c'est pas fini, on va en parler. Ouais. Et là, pourtant, on continue avec des trucs. Et surtout que c'est quand même une montre emblématique. Enfin, moi, ça me fait un peu mal au cœur quand même quelque part. Tu sais pourquoi elle avait été sans lunettes. Enfin, c'était vraiment la montre perso, hein, de Marlon Brando. Et Coppola voulait pas qu'il la porte parce que la lunette bleu-rouge, c'était pas, ça marchait pas avec le perso. Et donc, il avait viré la lunette. Ouais. C'était pas un accident ou quoi que ce soit, c'était vraiment fait à dessein, c'était sa montre. Les photos sont fortes quand on voit ces fameuses photos noir et blanc qu'on connaît tous. Bien sûr. Et voilà, donc on a quelque chose où il y a du vrai, où il y a vraiment quelque chose qui nous parle, et derrière qui est un petit peu travesti par ces montants. Ouais, par du fric. Et ça fait partie des scènes les plus cultes de l'histoire du cinéma, accessoirement. L'apparition de Marlon Brando dans Apocalypse Now, c'est vraiment... Et on la voit beaucoup dans la version Redux, qui est donc la version la plus longue du film, qui fait quasiment 4 heures. Ouais. On la voit beaucoup plus, la montre, parce que dans la version cinéma, on voit quasiment pas Marlon Brando. En fait, on le voit juste en ombre, semi clair-obscur, machin. Mais les vrais fans, dans la version Redux, voilà, on voit énormément la montre. En fait, le problème, c'est que ça enlève, je trouve, le fait que ce soit des collectionneurs privés, etc., ce genre de truc. Ça, quand même, et c'est un débat beaucoup plus large que les montres, hein, mais ça retire du grand public et du bien commun des objets qui sont importants dans la culture populaire, et ça, c'est vraiment dommageable. Tu vois, si demain un mec décidait d'acheter la Joconde et de la foutre dans un coffre et que plus personne puisse la voir, c'est dommage, quoi. Cette fameuse 1675, pendant 4 ans, personne l'a vue, quoi. Ouais, voilà, elle est allée elle va avoir une patine de coffre, remarque, ça c'est bien. Ouais. Pour le coup, ouais. Mais c'est ça qui est dommage, c'est qu'on la voit plus, là on va pas la revoir avant, et encore. En fait, le phénomène, moi, que je trouve étonnant là-dessus, surtout, c'est que avant la spéculation, on la voyait sur plus d'années que ça. Maintenant, sur seulement 4 ans, ça fait 2,5 fois. Donc, il y a encore un nouveau phénomène. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est en train de s'emballer. Ouais, c'est trop. Par contre, c'est trop. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête aussi un peu. Avant, les montres, une montre elle était pas remise sur le marché aussitôt, finalement. Non, 4 ans, c'est que dalle. Hein. Donc, on est en droit de se demander si c'est de la passion ou pas. Moi, avant, t'aurais pu attendre 30 ans avant qu'une montre de Paul Newman réapparaisse. 15, en tout cas, voilà. Là, effectivement, 4 ans, ça fait très. On a spéculé, on a senti que c'était le bon moment, on a un peu sondé et tout, machin. Là, je te dis, elle devrait être dans le musée du cinéma ou un truc comme ça. C'est ça, c'est que c'est quasiment un objet de la conscience collective, un objet de culture, et c'est dommage de ne pas la voir. Finalement, on la voit uniquement dans les bouquins de vente. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est ça. Tu la vois en photo, quoi. Tu la vois en photo. Mais c'est dommage parce qu'encore une fois, elle devrait être sous cloche et elle est absolument pas portée, cinéma ou un truc comme ça. Il devrait y avoir elle devrait être accessible quand même au plus grand nombre, parce que c'est encore une fois, c'est un moment, un objet hyper important du cinéma, tu vois. Ouais. Mais bon. Bah après là où il y a du fric à se faire, t'auras toujours des gens qui... C'est un petit peu le truc là. Mais... Je voulais t'en parler, tout simplement, savoir un peu ton avis. Je t'ai emmené quelques montres. Ouais.
Des très jolies montres d'ailleurs. Je t'ai emmené quelques petites montres, alors du récent, du moins récent. Ouais. On peut. Moi, j'avais amené aussi la Ocean Graph parce que mais ça tu connais, la OW, ça tu les connais bien. Celle-là, je t'ai emmené la petite Pog que je trouve assez cool. C'est EcoPog. Elle est incroyable. Ouais. T'as vu l'état, elle est sympa, hein. Ouais. C'est EcoPog 6139, donc première montre auto à être allée dans l'espace. Montre du colonel Pog, William Pog, en 73 sur la mission Skylab 4. Donc celle-ci est 75. Je trouve qu'elle est dans un super bêta. C'est vraiment une montre que j'adore. Elle est incroyable. Ça, c'est une folie. Hein. Voilà encore un moyen de se faire plaisir pour pas très cher. C'est des montres qui sortent aujourd'hui, enfin pas très cher. Tout est relatif, mais ça coûte combien ça en bon état aujourd'hui en bon état, t'es aux alentours de 800 000 euros, un truc comme ça. Ouais, c'est correct. Hein. Pour ce que ça raconte, c'est correct. Tu te rends compte un peu Ça raconte une histoire qui est folle quand même. Bah, surtout pour les gens qui sont un peu. Moi, le premier. Hein. Je suis très fan d'exploration spatiale, évidemment. Je kiffe l'exploration, donc exploration spatiale. J'ai fait des vidéos sur exploration spatiale, sur le calibre. Enfin, vraiment, c'est un sujet qui me passionne, mais ce qui me fait marrer parce que c'est un des sujets qui est plus tard, mais une montre que j'ai failli mettre dans un des sujets plus tard, mais. Tu vois, Bulova qui a ressorti la Lunar Pilot, par exemple, avec ou la Speedmaster, etc. En fait, toutes les montres, ou presque, qui ont attrait à l'espace, déjà, elles ont un côté très sexy, hein, on va pas se mentir. Mais par contre, elles coûtent une couille. Si tu les veux en vintage, elles coûtent une couille, Si tu les veux en vintage, elles coûtent une couille. Je te dis, là, tu peux. En plus, ils ont fait des reissues, enfin, ils ont fait des trucs, mais qui sont pas aussi belles. Vraiment années 70. Je te dis, voilà, peut-être un peu plus pour une très belle, une comme ça peut-être à 1000-1200, mais bon, ça reste quand même, tu te rends compte pour ce que c'est, quoi. Non, c'est fou. Pour ce que ça raconte et tout, parce que c'est le modèle de l'époque, quoi. Ouais, voilà. Parce que moi, les reissues, pourquoi pas. Enfin, encore une fois, je suis pas contre non plus. Mais c'est pas pareil. Et surtout, t'es dans les mêmes gammes de prix. Ouais, en plus. Donc autant prendre la vintage. Autant prendre la vraie, quoi, tu vois. Pour ce que ça raconte. Petite lunette Pepsi, de toute façon, je la mettrai comme d'habitude sur le compte Insta et je mettrai ça avec grand plaisir. C'est beau, hein. Ouais, franchement, moi j'adore. Première montre automatique à être allée. Et surtout, tu sais que c'était la montre perso, hein. Ouais, je sais. De William Pog. C'était pas une montre sponsorisée, hein. Bah, c'est la même histoire que pour la Lunar Pilot, du coup. C'est qu'en fait, de toute façon, tout ce qui est pas Oméga dans l'espace, c'est les montres perso. Donc voilà. C'est 75 aussi, etc. Voilà, exactement. Après, les montres, on peut aller chez Strelia, etc., chez les soviets. Ouais. Là, pareil, hein, ça coûte une fortune. Tu vois, c'est pour ça que ça coûte une fortune. Le message que je voulais faire passer, c'est qu'encore aujourd'hui, c'est encore possible d'avoir des trucs dingues pour des prix assez contenus et voilà. Donc faites-vous plaisir. Correct, et voilà, souvent quand on me sort des trucs récents, alors encore une fois, on va en parler un petit peu plus loin là d'ailleurs, des choses qui sont très récentes ou neuves. Il y a des super trucs et au contraire. Mais sur des pièces comme ça, par exemple sur du Seiko, je trouve qu'on peut avoir des trucs qui sont aussi résistants parce que cette Pog est aussi résistante qu'une. Je pense peut-être même plus. C'était peut-être même mieux fini à l'époque, tu vois. Le mouvement, il est incroyable. Avec le petit poussoir où tu fais la date et le jour, en fait. C'est pour ça. T'appuies jusqu'au bout, tu fais le jour, t'appuies à mi-course. C'est pour ça que c'est des trucs un peu plus fun mécaniquement, tu vois, que ce qui se fait aujourd'hui. Incroyable. Je peux te montrer aussi, la BB Pro, la Black B Pro, bon. Ça, je pense, alors, je t'ai amené celle-là, je sais que tu la connais par cœur, cette montre, pas celle-là spécialement, mais ce modèle, parce que je pense que dans le cahier des charges d'une montre d'exploration parfaite, elle est quand même pas très loin. Bah déjà, Explorer 2, première du nom, hein, je pense que c'est le premier truc auquel tu penses en prenant la BB Pro. Enfin, bien sûr, t'aimes bien d'exploration. 1655. Voilà, c'est une 1655, ce qui est pas un reproche, loin de là, parce que c'est une montre quasi parfaite. Pour moi, c'est une des plus belles montres jamais faites, 1655. Entièrement d'accord avec toi. Une des plus belles montres et surtout une des plus abouties et surtout qui a une montre qui colle à son image et à son nom, contrairement à l'Explorer 1. Bref. On vous renvoie à l'épisode 30 si vous voulez avoir une petite. On renvoie à l'épisode 30. Explorer 2 montre et donc la BB Pro qui porte bien son nom pour le coup. Qui porte bien son nom. Honnêtement, montre d'exploration quasi parfaite. Ouais. La BB Pro en plus apporte un truc en plus de l'Explorer 2, elle apporte 100 mètres de plus de résistance à l'eau. Une vraie couronne aussi, parce que la couronne de l'Explo 2 est ridicule. Et infecte, évidemment. Une vraie couronne, et vraiment, moi, les 100 mètres de résistance à l'eau en plus, pour moi, c'est vraiment pas du luxe, parce que 100 mètres, c'est très peu. Oui. Pour moi, c'est la limite absolue pour appeler ça vraiment une montre d'aventure. Je suis d'accord avec toi. En dessous, on oublie. C'est ce qu'on appelait swim-proof. C'est juste pour aller faire deux brasses. C'est ça. Et 200 mètres, là, on commence à parler, tu vois. On commence vraiment à parler, à être un peu plus serein là-dessus. Le fonctionnement 24 heures, évidemment, exceptionnel pour les expéditions polaires. Ça, quand il fait tout le temps jour, tout le temps nuit. Magnifique. Un Lumi de fou. Lisibilité incroyable. Avec ce cadran grainé, gris, foncé, noir qui est dingue. Et honnêtement,
je sais pas si, mais t'as envie de lui faire du mal, tu vois. Elle a vraiment la gueule d'une Tool Watch, t'as envie de lui faire du mal. T'as envie de l'emmener et de lui faire du mal. Et bien souvent, on m'a dit, ouais, mais il pèse, machin et tout. Mais en fait, c'est ça que j'aime dans cette montre, c'est qu'elle est un peu bestiale, si tu veux. C'est qu'elle est un peu bestiale. Après, moi, je porte que des OW, alors je me plaçais pour dire ça, mais c'est une Tool, quoi. La boucle, regarde la boucle, elle est virile, ouais, tu vois. C'est une folie. Non, mais puis c'est une Tool Watch, quoi. C'est une vraie tool. Elle transpire la Tool Watch. Et tu sais que, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on la voit, c'est que j'ai foutu des stars, cette montre. Ouais. Tu la vois, elle paraît. Il y a que la boucle un peu rayée. Elle paraît neuve, ouais. Alors que pourtant, je peux dire, j'en ai. Et souvent, j'ai foutu des pets, j'ai regardé, j'ai fait putain, elle a rien. Et pourtant, il y a du poly en plus, tu vois. Ah ouais. Et je l'ai pas ménagé, je t'assure. Pourtant. Et voilà, je fais des trucs. Non, mais elle est canon, hein. Franchement. C'est cool, ouais. Il y a que la boucle qui témoigne un petit peu que je l'ai pas ménagé, mais ça, sinon. C'est normal, mais ça, c'est logique. Les boucles, ça prend toujours. Mais ce T-Fit qui fait que tu l'as agrandi le bracelet, enfin voilà. Donc les gars, pour une montre d'aventure, d'exploration, et même pour aller. Moi, c'est vraiment la montre de voyage aussi. Parfaite. Ouais, je suis d'accord. Parce que discrète, quand même. Je suis d'accord. Brossée majoritairement. C'est une GMT. Hein. C'est une GMT, puis avec l'heure sautante pour le GMT, parce que c'est pas. En plus. Et en plus, tu sais que cette montre, quand tu reviens en arrière, parce que tu peux le faire, elle te remet la date en arrière. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est des petits détails. Ça c'est des petits détails incroyables. Ça. Tu reviens en arrière, bam, la date revient en arrière. Ça c'est un truc à la con, mais très beau détail. Ça. J'adore. Non mais puis elle est magnifique. Enfin, après, ça c'est subjectif par contre, mais elle est magnifique. Bon, alors avant de penser à la petite mamie de fin, la 5303 série K quand même. Alors tu sais que beaucoup de gens m'envoient des messages en disant ouais tu l'as prise, qu'est-ce que t'en penses, moi j'hésite, machin. Putain les gars, si à moins de 1500 balles, moi j'hésite pas franchement. Honnêtement, moi j'ai vu beaucoup de pubs aussi passer, comme vous tous là qui écoutez, je pense. Ouais. C'est la première fois que tu la vois en vrai. C'est la première fois que je la vois en vrai. Serica, ils ont été très agressifs sur la campagne marketing sur celle-là. Ouais. Pas agressifs dans le mauvais sens, hein. C'est juste qu'ils ont balancé beaucoup de pubs. Du coup, comme vous tous, j'ai vu les pubs. Elle est sublime. Elle est aussi belle en vrai qu'en photo. Elle est magnifique. Les proportions sont inhabituelles, mais somme toute incroyables. Petite ouverture de cadran. Ouais, très petite ouverture de cadran. Insert lunettes énorme, mais dans le bon sens du terme, pareil. Ça te donne un côté plongeuse en fait. C'est marrant. Ouais, franchement, les finitions sont ouf. Elle est dingue. T'as vu la grosse couronne, touche la grosse couronne, t'as vraiment l'impression de toucher une couronne de vieux. Regarde, tu vois, c'est une bonne préhension. T'as les chanfrins qui sont dingues. Pour le coup, ça fait très couronne OW. Ouais, c'est ça. Je suis pas dépaysé. Ou la couronne de la BB Pro, justement. Ou de la BB Pro, ouais. T'as le M100 dessus, Cosquet. Alors, j'ai rarement vu un Cosquet aussi Cosquet. Elle est Cosquet, celle-là en plus. Ouais, elle est Cosquet. Et elle est vraiment, elle tient très bien. Et tu vois, par exemple, pour l'antimagnétisme, pour l'amagnétisme, ils ont repris le vieux concept d'une cage en fer doux. La cage de Faraday, ouais. Bien sûr. Putain, c'est génial, quoi. Ça marche bien, ça. Hein. Non, mais c'est super. C'est ce qu'on a prévu pour ma OW, c'est d'exploration, c'est simple et efficace. Ça apporte un supplément d'âme, je trouve, quelque part, tu vois. Oui, et puis bon, moi qui ai magnétisé une montre il y a pas longtemps. On va en parler. Je trouve que c'est fou parce que cette montre, t'as vraiment pas le sentiment d'avoir. Pourtant, il y a de la céramique, mais il y a de l'ancien. T'as un cadran laqué. Enfin. Ah bah, par contre, elle fait ultra vintage. Hein. Par contre, sur le côté néo-rétro, c'est fou. C'est fou. Et pourtant, elle a des specs qu'elle arrive des années 70. Hein. Elle a des specs modernes. En fait. 300 mètres déjà, voilà. Ah oui, amuse-toi à faire on peut faire de la ASMR, mais le clic. Tu sais qu'ils ont quand même fait un clic un peu plus dur au niveau du 0 et ensuite un peu plus facile. Pour la lunette ? Ouais, et écoute, vas-y, parce qu'il est un peu dur au début, c'est fait exprès, justement. C'est là où ils sont quand même incroyables. Ok. Regarde, est-ce que tu sens ce clic ? T'as vu au toucher comme il est dingue ? Ça, c'est marrant, ça, quand même. Il est un peu plus dur à midi, en fait, c'est fait exprès. Fallait le faire, ça, quand même. Les mecs sont des fous, hein. Ça, c'est marrant, cette lunette-là. La sensation de la lunette est incroyable. On dirait qu'il y a un gros caoutchouc en dessous de ces ouais, c'est impressionnant. C'est trop marrant, ça. Mais voilà, donc on me demande souvent, je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé par Serica, mais je le fais parce que j'aime beaucoup cette marque et que c'est des mecs très sérieux qui font les choses de façon très aboutie et qui sont très habités par ce qu'ils font. Oui. Et je les salue au passage. Voilà, donc Jérôme et Gabriel, c'est vraiment du très bon travail et vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi. Et qui se sont fait défoncer injustement par un youtubeur... ce serait quoi le mot ? Malhonnête ? Dire ça comme ça ? Ouais, je sais pas, mais en tout cas injustement. Mais injustement, c'est une certitude parce que ils font des sacrés produits Serica. On parle même vraiment, on est à moins de 1500 balles quand même. Hein. Et je trouve que c'est une montre, voilà, dans une collection de gens qui ont de très très belles montres. C'est-à-dire que là, tu te pointes en gros
et je pèse mes montres, tu te pointes chez Omega, chez machin, et tu essaies une Omega, tu poses celle-là sur sur le plateau, t'as pas honte, quoi. Non, et puis Conversation Starter, en plus. Exactement. Obligatoirement. Cosquet, étanche, cadran laqué, enfin, c'est pas des specs elle a de une montre gueule particulière aussi. Hein. En fait, c'est un peu ce qu'a fait Baltic aussi, où ils ont réussi à se créer une identité. Et je pense que c'était pas facile aujourd'hui, en 2023, et en 4 ans, 2021. Pour Serica, en 4 c'est pour ça. Et Baltic avait réussi à faire pareil. Pour moi, alors c'est pas exactement la même chose, la même marque et tout, mais il y a un développement qui est un peu. Alors, Serica est plus quali en termes de spec, etc. Serica va plus loin, c'est un cran au-dessus de Baltic, attention. Hein, je dis pas que c'est équivalent, mais je trouve que la démarche, dans le bon sens du terme, de ce qu'ils ont fait de bien, en fait, ils ont fait la même chose bien. Sauf que Serica, en plus, a eu ce côté, on va pousser les specs. Alors il y a ça, et Serica est encore plus disruptif. Parce que Baltic, même si j'aime beaucoup ce qu'ils font, ressemble plus à des choses qu'on a déjà connues. Ah oui, c'est pas aussi la 5303 ou la GMT, etc. Ça ressemble à rien d'autre. Non, oui, je suis d'accord. Mais c'est pas aussi novateur, effectivement, ce que peut faire Baltic. Mais ce côté, on sort sur le néo-rétro, on le fait extrêmement bien. Et on arrive à sortir des montres très quali pour un prix très contenu. Et il y en a pas beaucoup qui arrivent à faire ça, surtout dans des micro-marques, tu vois, qui venaient juste de se lancer et tout, et qui sont plus des micro-marques aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de louable. Ouais, vraiment. Et sachant que cette montre, quand tu la mets dans un plateau à côté d'une vintage, regarde, à côté, ça me fait une transition en or, à côté de la Paul Router, donc l'Universal Paul Router. Je sais que j'en ai excité quelques-uns avec cette montre parce qu'on m'en demande souvent, on dit tu peux m'en trouver une, elle est magnifique. Hein. T'as vu le cadran, pour ceux qui ne connaissent pas, tropicalisé, donc il est marron, sachant qu'il est noir à l'origine, hein, bien sûr. Paul Router 35 mm, la petite histoire, beaucoup la connaissent, mais je peux en reparler. Donc début des années 50, la SAS, la compagnie aérienne scandinave, effectue le premier vol expérimental commercial. C'est un vol qui avait réussi à rallier Los Angeles à Copenhague, mais en passant au-dessus du pôle Nord, donc avec toutes les variations de champ magnétique que ça peut induire. Et Universal s'y est collé et a proposé la Paul Router, qui est une montre d'exploration. Alors ça peut se faire sourire quand on va voir 35 maintenant, mais c'est une montre d'exploration qui est quand même extrêmement bien faite, et que moi que j'aime beaucoup avec ses anses lyres, c'est magnifique. Franchement, elle est sublime. Et par contre, c'est difficile de projeter les montres d'exploration de l'époque, ça ressemblait à ça. T'as vu la crémaillère de trucs? Alors c'est pas un bracelet d'origine, mais regarde. Ce que je trouve quand même très novateur, c'est que tu as une petite... petite extension plongée, quoi. Ouais, c'est quand même pas mal. Pour extension Flying Confort, ou je sais pas comment on peut dire, Flying Sud. Ouais, franchement, c'est difficile de projeter, hein, mais à l'époque, une montre d'exploration, déjà une montre un minimum étanche, qui prend juste pas l'eau, enfin pas l'humidité, pas la poussière, c'était déjà une montre d'exploration à l'époque. Complètement. Donc, faut pas l'oublier. Donc 35 mm, tout le monde peut pas porter du 35. Moi, c'est mort. Hein. Moi, déjà, c'est limite. En revanche, moi, c'est cette tropicalisation quasi parfaite, pourtant réelle, puisque c'est une montre qui est française, je connais la traçabilité, etc. La tropicalisation, généralement, pour ceux qui savent pas, c'est souvent l'introduction d'un petit peu d'humidité dans la boîte, qui fait ce changement de couleur avec le temps. Elle est quand même pas mal. On voit même un endroit où c'est un peu plus sombre, on voit où les aiguilles se sont posées pendant 15 ou 20 ans. Ouais, c'est vrai. Vers 9 heures, je crois. Oui, c'est ça. C'est très drôle. C'est vrai, tu les vois. Ouais. Par contre, c'est magnifique. Hein. c'est con parce que tu vois, c'est le côté... c'est comme pour le bronze. C'est le côté défaut, entre guillemets, qui rajoute un caractère de vrai caché, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que là, elle a de la gueule. Hein. Elle est belle, hein, celle-là. Franchement, ouais. Et puis, elle est dans son jus, dans le sens, elle a été portée. Tu vois, le fond de boîte, il est bien brillant, parce qu'on sent que c'est pas une montre de musée. Non, ça, j'adore. Il a été illustré, le fond de boîte. Ouais. Je pense qu'elle a fait quelques trucs, ouais. Oui, je pense aussi, ouais. Mais ouais, elle est canon. Donc voilà. Toi, si tu devais en prendre une, ça serait quoi, toi? Dans les 4 plus même le Chronograph. Attends, tu l'as peut-être pas. Tu la connais, le Chronograph, mais bon, au cas où. Le Chronograph, je la connais, mais. Tu la connais, mais c'est quand même une. Après, si je vais en prendre qu'une et que tu mets le Chronograph, j'avoue, je prendrais le Chronograph. Je vais pas te mentir. Elle tabasse quand même. Déjà, elle est magnifique. Vraiment. OW Chronograph, cadran bleu, 1000 mètres. Ouais, elle est magnifique. C'est la plus étanche, accessoirement. Ouais. Et puis, c'est exactement la même que la C1000, juste pas la même couleur et pas la même lunette. Ouais. Mais c'est la même boîte, même mouvement, même machin. Et la C1000, je l'ai portée dans des conditions infectes. Et elle tourne comme si de rien n'était. Du coup, je prendrais le Chronograph parce que je sais sur quoi je pars. Ouais, c'est fou. Qu'est-ce qu'elle a pris les pètes, la mienne, putain. Ah, mais tu peux rien lui faire à cette montre. Tu peux rien lui faire. Et le bracelet, qu'est-ce qui est confortable, ce grain de rire. J'adore ce bracelet. Il est agressif, il est confortable, une folie. Ce que j'adore dans cette montre, c'est qu'elle fait un peu montre de bourrin, tu vois. Ah oui, clairement, oui. Et encore le Chronograph, avec cette petite lunette, avec les tables de décompression et tout, elle est un peu plus raffinée. Il y a un peu plus de raffinement. Un petit peu, mais pas qu'une C1000, tu vois. La C1000, t'as vraiment ce côté. Elle est un peu plus raffinée, mais ça reste une montre. Ça reste une OW de toute façon. Hein. C'est l'ADN de la marque. Hein. C'est faire des montres de bourrin. Hein.
mais avec toujours un petit truc en plus, tu vois. C'est pas juste des cool, loin. Ouais, j'adore ça. L'Ocean Graph, elle est magnifique. Et ce bleu, et alors ces index justement qui sont orange, quasi parfois fluo, et qui selon la luminosité en fait vont être soit patinés pumpkin un peu, ou soit vraiment orange fluo, quoi. C'est assez drôle. Et puis en fait l'Ocean Graph, alors je vous invite à regarder la vidéo de j'ai oublié son nom évidemment. Y a un mec sur YouTube qui a fait une vidéo sur la C1000 et une sur l'Ocean Graph avec des macro-shots exceptionnels. Non, mais... The Watchtower ? Non, c'est pas The Watchtower. Je sais plus. Tu y étais presque, mon cher Dylan. Il s'agissait de Watch Chronicler et la vidéo s'appelle All I Can Vice Ocean Graph Review, bien sûr. Allez, on reprend. Qui a fait des macro-shots incroyables et en fait les index les index sont brossés. Enfin, tu vois, alors, les aiguilles sont brossées, les index sont brossés, et moi pour m'être amusé à vraiment regarder de près, de très près. Mais il y a un souci du détail sur une montre de ce prix-là, parce que c'est une montre qui sort à 1700 €, je crois, dans ce sur bracelet, un peu moins de 2000 €, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être 8 sur bracelet. Peut-être, ouais, mais et ce verre bombé, puis tu peux taper dessus le verre. Hein, oui, tu peux y aller. Hein, c'est saphir ultra épais. Mais tu vois, c'est pour ça que je bosse avec OW aussi, parce qu'ils font des trucs. Puis millimètres pour une taille. Parce que tu sais que. Alors Charles, épisode avec lui aussi, je vous invite à l'écouter, m'avait expliqué la prouesse technique, parce que personne voulait lui rendre étanche une montre en 39 mm, ça n'existe pas. Non, chercher une 1000 mm sans valve à hélium, qui d'ailleurs sert à rien pour 99,9% des gens. Voilà. C'est juste un trou en plus. Voilà, c'est juste une possibilité d'entrée. Quand on fout une valve à hélium et un fond saphir, moi je hurle, tu vois déjà. Les fonds saphir, ça me fait péter un plomb. Enfin, sur des montres de plongée, ça me fait péter un câble. Donc là, il a eu le bon goût de ça. Il y a pas de fond saphir, il y a pas de valve à hélium. Elle passe les millimètres allègrement. Oui, parce qu'elle est testée à 1002, en vrai de vrai d'ailleurs. C'est ça. Et c'est parce que c'est la limite de la machine. Ouais, c'est ça. Donc elle se rend compte. En vrai de vrai, elle descend à plus de. De fou. Bon, pour une montre en 39, je pense que c'est la seule. À chaque fois que je la montre à des gens, ils me disent mais attends, elle est millimètre, t'es sûr? Ouais, puis elle est épaisse, mais c'est pas non plus. Mais c'est ce que j'aime. C'est comme la BB Pro. Pas délirant. Oui, c'est ça. C'est une montre testo, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une montre. Ouais, puis t'oublies pas que tu l'as sur le poignet. Moi, j'aime bien ça aussi. J'adore ça. Alors que tu vois l'Explo 2, j'aime beaucoup, mais là, les 16570, etc. C'est très cool. C'est plus raffiné. On va dire ça comme ça. Petite couronne, limite de couronne de Datejust. J'aime pas ça. Et je la trouve presque trop fine. Alors, j'ai du vintage, mais c'est dans un délire de vintage. Mais je parle en contemporaine. En contemporain, ça me fait chier. Ouais, moi je suis d'accord. Et tu vois, j'ai testé il y a pas longtemps. Alors moi qui suis très habitué du coup au W, donc aux grosses couronnes surdimensionnées qui ont un clip aussi. Elles ont des clips de malade. Hein. C'est crénelé comme il faut et tout. Enfin voilà. Il y a pas longtemps pour une vidéo avec le calibre, j'ai testé une Squale. Alors elle est très belle. Hein. Et c'est le bleu lactaire. Et c'est canon. Incroyable. C'est une GMT. Enfin c'est canon. Par contre la couronne elle est infecte. Couronne diamant là, c'est n'importe quoi d'avoir couronne diamant là-dessus. Ah non, même historiquement ça veut rien dire. Ah non, parce qu'en plus c'est une plongeuse du coup, parce qu'elle est étanche à 300 et tout. Donc et puis je comprends pas, c'est très désagréable à manipuler, vraiment. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'ils ont voulu faire avec ça. La montre est canon et bon, pour avoir mon avis complet, de toute façon, il faudra attendre la vidéo, mais je la mettrai en photo. Elle est très belle, mais je suis très dubitatif sur 2-3 aspects qui sont pas tout en fait. Et alors que elle a quand même une ADN, enfin c'est quand même une Squale, donc quand même ADN Tool Watch, et puis c'est GMT étanche 3, ça c'est une GMT de plongée en fait. Donc le concept moi me plaît beaucoup. Mais il y a 2-3 trucs qui sont un peu chelous. Et c'est ce que j'aimais bien dans la BB Pro, c'est le côté presque GMT de plongée. Ouais c'est ça. Et là il y a des trucs un peu chelous qu'ils ont fait, mais elle est magnifique, mais elle est belle quand même, mais elle est presque trop précieuse pour moi, tu vois. Le brillant partout, le miroir. C'est pour après ça. C'est Squale, c'est souvent comme ça. Donc il y a quelques questions que je me pose sur cette montre. Je suis en train de tourner la conclusion en ce moment parce que j'arrive. Elle est magnifique, vraiment. Et du coup, mais j'arrive pas à savoir à qui elle s'adresse. Tu vois. Ouais. Elle est très jolie. Elle est pas sans me rappeler une certaine Baltique quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté, il y a un peu de ça, mais avec quand même l'ADN Squale. Ah oui, mais qui est très marqué. Qui est plus marqué. Alors le bracelet est incroyable, par contre le tropique est ouf, vraiment, vrai tropique exceptionnel. La lunette est pas mal. Elle est un peu dure. Le cliquetis est un petit peu sec, mais. Ouais, mais ça va. Enfin, je veux dire, un peu, je m'en sers pas. C'est un saphir dessus qu'ils ont mis la lunette. Ouais, c'est un saphir. D'accord. C'est un insert saphir. Enfin, c'est une très belle montre et je pense que tu la vois en photo ou même tu la portes au poignet, tu te dis waouh, c'est canon. Le bleu il est hyper profond. Le bleu il est magnifique. Je pense que obligatoirement tu te dis cadran bombé. Enfin, je la montrerai, je la mettrai en photo, n'hésitez pas. Le lube est phénoménal. Ça, j'ai vu sur ton Insta, t'as mis une. Je t'avais envoyé une photo. Ah voilà, tu m'as envoyé une photo. C'est le lube le plus fou que j'ai jamais vu sur une montre.
Ah ouais, c'est incroyable. Non, c'est un truc de fou. C'est un phare. Pour moi, l'invaincu aujourd'hui, ça reste quand même les ZRC, parce que j'ai eu des trucs. Ah, ZRC, ils sont forts. Franchement. ZRC, ils sont forts. Attention. Hein. On est à ce niveau-là. Et c'est assez phénoménal. Enfin, elle a beaucoup de bons points et elle a quelques points où je me dis, mais pourquoi? Et surtout sur le côté, en fait, sur le côté pratique. C'est-à-dire que tout ce qui est esthétiquement, elle est sublime. Franchement, pour moi, c'est un sans faute esthétiquement. Mais il y a quelques trucs pratiques où je me dis, c'est bizarre d'avoir fait ça. Ouais. Tu vois, mais j'aurais bien un petit peu plus de brossé, mais en même temps c'est aligné avec la montre, puisque cette marque-là faisait du polymiroir tout le temps. Exactement. Donc ça me choque pas, mais c'est vrai que moi aussi j'ai envie du brossé, team brossé, brossé. C'est ce que j'aime d'ailleurs sur c'est cette boîte très brossée. Du coup tu te tapes jamais un rayon de soleil dans la tronche et tout. Enfin, ça c'est magnifique. Hein. T'as pas de, même avec les aiguilles sur le W. Non, pas de reflet, rien. Moi c'est la boîte a pris des pètes. Il y a pas une rayure. En fait. Ah oui, non, tu prends pas de rayure. Bah pareil d'ailleurs, parce que celle-là, t'imagines ce qu'elle a vécu. Et tu sais que je l'avais déjà dit et je le redis, c'est une des rares marques de montres qui a moins de 2000 € fait dans les boîtes sont suisses. C'est-à-dire que la boîte acier de montre est origine suisse, pas origine Asie. Alors j'ai rien contre les originales, mais il faut savoir que dans un prix contenu comme ça, c'est très 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 rare. Bah, surtout que le Swissmade c'est 60% suisse et OW ils sont à plus de 90% je crois. Et globalement, ça dit beaucoup sur la marque. Ce qui est pas suisse, globalement c'est les emballages en vrai. Ouais, c'est ça. En plus c'est leur merde en plus. Hein. Ouais. C'est-à-dire que te le dit, moi je l'ai eu au téléphone, il me dit on travaille là-dessus quoi. Ouais. Et c'est ça. En plus le pire c'est qu'ils voudraient faire 100% suisse, mais je crois qu'ils ont et en plus les emballages qu'ils ont c'est ou même les bracelets certains c'est britannique, italien. Enfin c'est pas chinois pour autant, tu vois. Alors encore une fois, rien contre les trucs chinois et très bons trucs chinois. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais globalement, en général, les marques quand elles vont en Chine, c'est pour économiser du fric. Lui, il fait de l'italien, enfin le bracelet caoutchouc de chez OW. D'ailleurs, ils l'ont sorti dans une nouvelle couleur là. C'est italien, c'est fait sur mesure par artisan italien avec du vrai caoutchouc qui sent la vanille, le vrai caoutchouc, tu vois. Enfin, c'est autre chose quoi. Mais tu sais, moi, je l'avais eu au téléphone sur notamment la boucle, etc., sur pas mal de choses. Mais on est parti pendant je sais pas combien de temps à parler de ça. C'est-à-dire que un entrepreneur qui a repris une marque et qui prend le temps d'écouter chacun sur ce qu'on peut améliorer, moi je trouve que tout est dit en fait. Ouais, puis il te demande en fait, il demande régulièrement, moi je sais qu'il demande hyper régulièrement, alors attends ça en est où, ça en est où, alors du coup quand tu l'as porté dans telles conditions, elle s'est comportée comment et tout. Alors le problème c'est que moi à ce que je lui disais, j'ai pas grand chose à lui dire à chaque fois parce que en vrai c'est pas grand chose à dire quoi. Bah non, j'aimerais bien des fois mon retour d'expérience il est vraiment naze. Moi c'est elle a tourné, je suis dans les standards Cosque, voilà. Enfin. Est-ce qu'on peut parler de la 8001 ou pas? On peut parler de la 8001, ouais, bien sûr. Parce que tu l'as eu en test, justement, la fameuse OW 8001 bracelet intégré que tout le monde attend avec impatience. Je crois qu'elle arrive. Je crois que là, ça y est, maintenant on est dedans, avec ce cadran un peu fumé. Ouais. Réédition. Réinterprétation. Réinterprétation, mais intelligente. Oui. Oui, parce que elle ressemble peu finalement. C'est surtout dans les couleurs. Le fait d'avoir refait un bracelet intégré et dans le Havana. La couleur Havana fumée, quoi. Et alors, ne vous y trompez pas, les amis. Bracelet intégré, attention, ça ressemble à rien d'autre. Hein. C'est-à-dire que. Ah non. C'est pas une PRX, c'est pas une ingénieure. Voilà, c'est pas une ingénieure. Non. Déjà dans le prix aussi. Oui, non. Parce que là, ils ont complètement pété un câble. 12 000, je crois. Près de 15 ou j'ai peur. Je sais pas exactement. Trop. Je crois que c'était 15. Mais... Et elle est belle en plus, c'est dommage. Moi, elle est belle. Moi, je l'ai trouvée magnifique. Moi, quand je l'ai vue en fait au premier abord, je me suis dit, oula, ça fait partie des trucs que je veux. Ouais, pareil. J'ai vu le prix, je crois que c'est 15, si je dis pas de bêtises. Sous disclaimer, si jamais c'est. Mais bon, en tout cas, on est à plus de 12-13, c'est sûr. Et plus de 12-13 pour une ingénieure. Oui, ça fait mal. Non. Mais et je suis pas fan de bracelet intégré, mais l'ingénieure, quand même. Elle est jolie. Et le bracelet, même le cadran est très beau. Attention. Elle est réussie. Hein. Elle est très très belle, elle fait mal. Hein. Ouais. Mais la 8001. C'est l'exact opposé de l'ingénieur, je pense, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens, c'est une montre d'expédition à bracelet intégré. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Mais pour en avoir parlé avec Charles, lui, en fait, il était. En fait, il y a beaucoup en ce moment de montres à bracelet intégré qui sortent, et on appelle ça communément des montres de sport, hein, des montres de sport à bracelet, à bracelet acier. Et lui, il a dit. Vous pensez que c'est des montres de sport, ça? Je vais vous montrer ce que c'est une montre à bracelet intégré de sport. Et il sort la OW 8001, qui est une montre à bracelet intégré de sport pour de vrai. Déjà 300 mètres d'étanchéité sur une montre à bracelet intégré, c'est une dinguerie.
On met la lisibilité en avant, hein, comme tu peux le voir. Ah ouais. Alors ça, c'est la version prototype, hein, c'est pas la version définitive. Il y a quelques trucs qui changent. Notamment, il y a les index de minutes autour, plutôt que les points, sur la version définitive. Mais par contre, après, c'est le même bracelet, c'est les mêmes proportions, c'est le même cadran. Enfin voilà. On retrouve cette couronne. La couronne surdimensionnée, encore et toujours. C'est le Soprod dedans, d'ailleurs. Ouais, c'est les premiers modèles où il met le Soprod. C'est le Soprod. Parce qu'il a plus d'état, je crois. Alors non, il y en a encore quelques-uns, mais je crois que c'est réservé à d'autres modèles. À d'autres modèles. Ouais. Alors c'est Cosc. Tu te rends compte. Alors moi, cette version-là, et c'est ça le plus dingue, c'est pas une version Cosc, parce que c'est un prototype. Dans les protos, on met pas des versions Cosc. Et en vrai de vrai, elle a tourné, je l'ai portée non-stop pendant 6 mois, elle a tourné à 0 plus 1 pendant 6 mois. C'est incroyable. Et c'est pas un Cosc. Et vraiment, c'était une folie. J'étais halluciné. Surtout que je l'ai porté pareil dans des conditions à la con, hein, tant qu'à faire, hein, tu vois, on a été nager, on a été faire des randos, fallait vraiment que je la teste. Je lui en ai mis plein la gueule. Pour voir aussi comment elle acceptait les rayures, pour voir, ça c'est des petits détails comme ça. Bien sûr, c'est hyper important. Et aussi la crémaillère, parce que sur un des protos, il y avait eu un souci avec la crémaillère qui se dévissait, du coup Charles m'a dit, porte-la et fracasse-la et porte-la à fond, comme ça on voit s'il y a la moindre merde, et comme tu peux le voir, il y a aucun souci. Bon, la boucle est rayée parce que évidemment, à force de faire de l'escalade dans les rochers, bon, au bout d'un moment, voilà. Les rochers volcaniques. C'est le rocher qui gagne. Voilà, c'est ça. Mais par contre, déjà, il y a une crémaillère dessus, exceptionnelle sur un bracelet acier, ça. Alors, ce qu'on appelle une crémaillère, c'est un système de lame qui permet d'agrandir ou de rapetisser la taille du bracelet. C'est ça. Pour mettre une extension. C'est une extension de plongée. C'est une extension de plongée, oui. Mais qui peut aussi servir comme un T-fit, par exemple, chez les Tudor. C'est-à-dire, c'est vraiment, on rajoute, et à chaque fois, on rajoute quelques millimètres, quoi, ouais, à peine, c'est ça. Et on peut l'agrandir de quasiment 1,5 cm, non? Ouais, c'est ça, ouais, à peu près. Donc c'est quand même assez. C'est assez rare, hein. Je connais pas beaucoup de monde qui ont ça. Déjà c'est rare et c'est un kiff énorme, hein, parce que sur des bracelets acier avec ton poignet qui change, etc. dans la journée, moi je l'ai testé à la Réunion où il fait chaud froid, il pleut, machin et tout. C'est incroyable. Hein. C'est un bonheur sans nom. Mais et puis c'est une montre qui est extrêmement agréable à porter, qui est magnifique à mon humble avis. Et qui marche, pareil, dans le sens conversation starter, ça marche très bien. Hein. Ah oui, c'est ce que j'ai demandé. Alors, cette montre, quand tu l'as au poignet, t'as des mecs qui ont dû. Ah oui, dû te faire. Pas aborder, mais en tout cas, on a dû t'en parler quand même. Oui, on a beaucoup parlé, ouais. C'est sûr, elle est surprenante, hein, cette montre. Hein. Ouais. Ce bracelet intégré. Ce cadran fumé. Ce bracelet intégré agressif, là, tu vois. Et alors, ce profil. Ah ouais, elle est épaisse. Hein. Non, mais le profil, c'est un steak. C'est un cube. C'est un steak de 300 grammes, quoi. Ouais, c'est ça. Non, elle est hyper épaisse, et ça aussi, volonté absolue de la part de Charles. Hein, il y a de la protéine dedans. Qui, ça a bien mangé la cantine. Non, Charles, il voulait en faire un truc. Il voulait vraiment pousser cet aspect-là, anguleux, agressif, massif. C'est un vrai parti pris. Hein. Après, on aime, on n'aime pas. C'est un vrai parti pris. Après, effectivement, elle a pas ce côté costard que vont avoir justement les montres à bracelet intégrés. Mais encore une fois, c'est pas l'idée chez OW. Hein. OW, ils en ont rien à foutre du côté costard, du côté machin. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des montres que vous pouvez porter n'importe où, n'importe quand. Et j'ai toujours j'ai toujours aimé ce que tu avais dit. Genre, je le dis souvent dans des épisodes. La meilleure montre, c'est la montre qui se fait oublier, celle à laquelle tu ne penses pas quand tu la portes. Et c'est ce que tu as toujours dit. Moi, je maintiens, si une montre, et je pense notamment à certaines montres d'exploration, avec des gros guillemets, qui coûtent 100 000 boules, la Jacob Co Everest, enfin Astronomia Everest, et oui, alors elle est montée sur l'Everest et elle a continué à tourner, mais à 200 000 €, heureusement qu'elle a continué à tourner, tu te fous de ma gueule ou quoi? Pareil pour la Vacheron Constantin Overseas Everest. Oui, elle est suffisamment résistante pour monter l'Everest. Oui, enfin moi, là, je peux te jurer que si j'ai une montre à 70 000 € au poignet, à chaque fois que je prends appui sur quelque chose, je suis terrorisé. Je suis sur PLS. T'as le prix d'une bagnole de sport au poignet, non? C'est pas possible, c'est pas viable. C'est pas viable. Ça marche pas. Ça dénature le truc en fait complètement. Ça marche pas. Alors qu'une montre, tu sais là t'es aligné, qui est dans des prix corrects, et tu sais surtout que peu importe ce que tu lui mets dans la gueule, elle aura jamais mal. Bah tu t'en fous en fait. Et du coup tu vas en fait c'est le même principe qu'une G-Shock, hein. C'est-à-dire en fait vous la portez comme une G-Shock, hein, une OW, sauf que
bah c'est quand même une automatique sauf qu'elle est mécanique. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est après c'est une question de goût, mais qui a un peu une meilleure gueule qu'un supplément d'âme quand même. Voilà, et qui a un côté mécanique et suisse, mais c'est le même principe. Vous portez une OW comme une G-Shock. Et pour moi, ça fait sens aussi avec, j'insiste là-dessus vraiment, avec un repreneur de la marque qui met du skin in the game, qui met de l'amour, qui met. Mais il était amoureux de la marque, hein. Ah ouais, mais tu vois, il était amoureux de la marque avant de la racheter. Bah, encore une fois, dans l'épisode, il en parle très très bien. C'est un épisode qui a vraiment beaucoup plu. Ouais. Et beaucoup de gens ont découvert cette marque-là. Et bravo à toi, Charles, pour ce travail là-dessus, parce que franchement, être aussi aligné avec la marque et arriver à finalement être dans la continuité de ce qui existait déjà, sans rupture, mais tout en bouleversant beaucoup de choses dans la marque, c'est très très fort. Donc bravo. Oui, il a fait avec beaucoup d'intelligence cette reprise. Il a relancé la marque en gardant l'ADN et l'historique de la marque, mais en faisant quelque chose. Voilà. Typiquement, la 8001, on a une belle illustration. Elle sortira à combien celle-là 2004, je crois qu'elle a un peu moins de... Non, elle est à moins de 2000. Elle a moins de 2000, je crois. Hein. Elle va sortir à moins de 2000. Je crois qu'elle a à 1008 ou 1009, mais je dis peut-être une connerie pour le coup, tu vois. Allez, on va dire plus moins 2000. Elle est dans cette gamme-là, mais ce qui reste quand même extrêmement... C'est très correct. Extrêmement correct. Donc Cosque aussi, ouais. Puis on a pour son argent. La boucle, elle est magnifique. La boucle est exceptionnelle. Ah ouais. C'est vraiment... On n'a pas du tout l'impression d'avoir une montre à 2000 €. Hein. Non. Mais alors, chez OW, c'est un peu le thème, hein, mais comme chez Serica, hein, c'est un peu le thème de... Tu as l'impression d'avoir quand même plus. Hein. Quand tu as la 5303 dans les mains, t'as pas l'impression d'avoir une montre à 1500, à 1490 €. Ouais, non, c'est clair. Ok, bon, merci pour ce retour-là, mais je la mettrai en photo. Et moi, c'est une montre à laquelle je pense fort, et je crois qu'elle va sortir très très bientôt. On est vraiment dedans là. Mais on peut l'acheter, ça c'est sûr. On peut la précommander. Ouais. Et je crois qu'elle va pas tarder à arriver. Ouais. Sujet complètement différent. On en a parlé hier en off, et c'est vrai que je voulais t'en parler un petit peu. C'est toute cette déferlante de modèles. Moi qui me... Il sait de quoi je vais parler. Ces modèles un peu fucked up. C'est-à-dire, tout le monde sort ces modèles avec des cadrans qui veulent rien dire, des trucs, etc. Où la passion semble un petit peu loin. Est-ce que tu crois que c'est une volonté des marques horlogères de se faire entendre, de crier plus fort que l'autre, et comme l'autre crie plus fort, faut crier encore plus fort, donc en faisant des trucs encore plus délirants? Est-ce que c'est pour de la passion? Est-ce que ça se vend réellement? Est-ce que c'est de la tête de gondole? J'ai mon avis sur la question, bien sûr, mais j'aime bien partager ça avec toi. Bah, alors, mon premier ressenti, mon premier avis comme ça, c'est de dire on vit dans l'ère YouTube là, en ce moment. Ouais. YouTube / TikTok / Instagram, ce que vous voulez. Et finalement, faire une vidéo sur une montre, une énième montre de plongée 300 mètres, machin, avec des specs, voilà. Finalement, on s'en fout. Fondamentalement, les gens ils cliquent, hein, mais bon, ça reste, tu vois. Mais tu sors une montre qui, en fait, sur laquelle tu peux même pas lire l'heure, mais on s'en fout, tu vois. Du coup, les youtubeurs ils savent que ça va faire du clic parce qu'ils vont faire une miniature de ouf, et donc du coup les marques font ça parce qu'elles savent que le youtubeur va faire une vidéo parce que ce sera visible, parce que machin, et donc c'est une façon d'être visible. Après, est-ce que c'est... Moi je suis pas sûr que ça se vende. Je pense qu'ils le font à perte pour faire parler d'eux, tu vois. Avec du squelettage parfois dégueu, souvent dégueu, avec des cadrans spécial Noël, machin. Enfin, c'est bon. Je veux dire, autant la mode, ça n'a rien à voir, mais la mode du pull de Noël que t'achètes 20 balles chez H&M, allez, pourquoi pas, même si moi je le fais pas, mais ça te coûte 20 balles. Mais la mode de la montre avec un cadran de Noël, je sais pas quoi, bon, si elle coûte 4005, je comprends pas trop en fait. Mais tu vois le truc? Ouais, bah après j'ai envie de te dire, Rolex a bien sorti une montre avec des emojis cette année. Et tout le monde s'est pâmé là-dessus. Et tout le monde s'est pignolé en se disant, c'est incroyable ce qu'ils font et tout. Donc en fait. Enfin, ça a été blanc ou noir, c'était très clivant, mais. Ouais. Bon, en fait, c'est juste Rolex, quoi qu'il fasse, c'était clivant. Fait un bout d'un moment, parce que bon, faut arrêter les conneries aussi. Je pense vraiment qu'il y a un côté aussi. On aime bien dire qu'on aime, juste pour dire qu'on aime, histoire d'être un peu disruptif. Mais globalement, à mon humble avis, je pense que ces marques-là, elles font ça pour faire parler d'elles. Parce que ça fait du clic sur YouTube, parce que ça fait du clic sur Instagram, parce que ça crée de l'engagement et de la réaction, ce que t'as pas avec une marque. Il faut être client. Serica a réussi à le faire, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Serica, ils le font, ils créent de l'engagement, etc., avec une montre qui a une vraie âme et qui a une vraie identité propre, tu vois. Alors que c'est effectivement sortir un truc avec un squelette crado en plastique, mais qui coûte quand même 4500 balles. Forgé de je sais pas quoi. Voilà, bon, on pourrait en citer beaucoup des marques qui font n'importe quoi comme ça. Je crois qu'il y a aussi eu le truc un peu
micro-marque Kickstarter qui a un peu accéléré ça aussi, où pour faire parler à un moment donné, enfin je veux dire, et encore aujourd'hui il y en a beaucoup, mais il y a eu un pic à un moment donné de campagne Kickstarter où on avait 50 campagnes Kickstarter par jour sur une nouvelle micro-marque de montre à la con. Où en fait les mecs, les 3 quarts en plus c'est des arnaques, et en fait, donc les mecs fallait qu'ils se démarquent un peu si tu veux de tout ça, donc ils sortaient des montres pour 100 euros avec un tourbillon où ils te disaient ouais c'est exceptionnel, enfin tu vois. Voilà, il y a ça, et puis en fait il y a eu le phénomène, je pense aussi que il y a eu à une époque des trucs qui ressemblaient à des Rolex, donc des Rolex-like et compagnie, pour paraître, ou des montres bracelets intégrés qui ressemblaient à une Royal Oak et compagnie. Et puis quelle est l'autre méthode pour faire croire qu'on a une montre chère au poignet? Des trucs qui ressemblent à des Richard Mille, des trucs qui ressemblent à Richard Mille, et donc des trucs qui sont qui fait le Joker là, je sais plus, le russe, je sais plus comment ça s'appelle. T'as plein de marques comme ça et qui font des montres, des tourbillons et des trucs comme ça. Est-ce qu'ils les vendent vraiment? Je sais pas. Non, ils les vendent pas. Je pense pas qu'ils les vendent. C'est sûr qu'ils les vendent pas, parce que qui achète un tourbillon? Tu vois, les mecs qui achètent un tourbillon, c'est des mecs déjà qui commencent à s'y connaître un peu en montre quand même. Qui ont généralement une collection d'autres trucs aussi. Exactement, ta première montre, c'est pas une tourbillon, en général. Et c'est des mecs qui ont du fric en général. Aussi, accessoirement. Parce que quand tu commences à t'intéresser assez aux montres pour arriver au truc du tourbillon et tout, t'es plus dans le grand public. C'est pour ça que. Donc tu t'achètes pas un tourbillon chinois à 150 euros. Enfin, je pense pas. Après, et puis avec des finitions dégueu, etc. Ouais, donc tu veux, pour moi, même à moins de 1000. Enfin, de toute façon, un tourbillon même à moins de 2000 euros, c'est pas possible. C'est louche. C'est louche déjà. C'est louche. Surtout si c'est marqué Swiss Made, c'est encore plus louche. C'est double louche, ouais, effectivement. mais voilà, c'était un peu ma réponse, c'était un peu dans la question, mais je trouvais que voilà, cette volonté d'être disruptif, et on est tombé dans des espèces de fast fashion. Ça c'est sûr. Moi je sais que j'avais fait sur Daniel Wellington, mais avec des montres à la con quoi. J'avais fait la revue début 2023 des montres 2022, ça avait bougé, mais si je devais la faire pour 2024, pour 2023, il y aura encore 2 fois plus à dire, mais donc. Mais je pense qu'il y a une glissade. C'est difficile d'exister aussi dans ce monde-là. Ouais. Et comment t'existes sans crier plus fort que l'autre, finalement, c'est ce qu'on disait. C'est ça, et il y en a pas beaucoup qui ont réussi à faire ça quand même, tu vois. Ouais. À exister dans les micro-marques, à monter et tout. Je vais reprendre Serica comme exemple, parce que je pourrais prendre OW aussi, qui a créé son identité propre, mais c'est pas une micro-marque, c'est une marque historique qui est là depuis 1956. Mais tu vois, il y a Baltic a réussi aussi, enfin il y a des marques qui ont réussi à se créer leur identité propre sans faire n'importe quoi et sans faire un truc juste histoire de faire du clic sur Insta. C'est vrai. Mais il y en a pas beaucoup, tu vois. Je peux pas en citer des dizaines. Alors que des marques à la con. J'ai pas envie de taper comme ça sur l'ambulance, mais il y a des marques à la con qu'on a tous en tête qui sortent des campagnes Kickstarter, des trucs comme ça, des modèles catastrophiques qui sont moches et comme tu dis, qui surfent sur le truc Richard Mille, parce qu'il y en a beaucoup qui surfent sur le truc Richard Mille qui n'apportent rien. C'est-à-dire que quand tu crées une marque, tu sais que moi on me demande souvent, on me dit mais est-ce que tu vas créer ta marque, etc., etc. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas mon why, en fait, tu vois. Pour l'instant, c'est pas ce que je veux faire. Moi, c'est fédérer, discuter avec des personnes et faire découvrir plutôt. Ouais. Et le jour où je ferai ça, si je fais ça, c'est que j'apporterai quelque chose. Si c'est pour refaire. Faut le faire avec quelque chose derrière, quoi. Parce que sinon. Si c'est pour refaire. Il y en a beaucoup des marques. Juste apporter mon nom et faire ça m'intéresse pas, en fait. Il y en a déjà beaucoup des marques de montres. Il y en a déjà beaucoup qui le font très bien en plus, tu vois. Ouais. Et c'est difficile de se positionner aujourd'hui dans tout le secteur est saturé. Mais faire du picking, rajouter mon nom et aller chercher un mouvement Miyota machin et rajouter, ça m'intéresse pas en fait. Tu vois. Pourtant, c'est pas compliqué. Hein. Ah non, c'est le moins compliqué à faire. C'est pour ça qu'il y en a autant. Et pour quelques dizaines de milliers d'euros, tu le fais. Hein. Ah oui, et tu peux même le faire avec 0 si t'es vraiment malin. Tu peux même le faire avec 0, voilà. Effectivement. Donc, bon, bref. Ça, ce qui fait que finalement, ça a pas mal bougé sur le grill vintage. J'ai écouté une vidéo qui est passée très récemment de Gérard Vautrin qui parle souvent justement de tout ça. Et on dit que le vintage continue à monter gentiment. Moi, je pense qu'il stagne, il monte un petit peu. Enfin, c'est pas. Il est un peu attentiste là-dessus. Par contre, effectivement, putain, le récent, ça se pète la gueule sévère. Et je pense que c'est pas fini. Alors, je fais presque un Nostradamus, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment Nostradamus. Mais pourquoi ça se pète la gueule? L'inflation, je veux dire, à un moment donné. Inflation. Ils sont trop chers. Et enfin, il y a plein de marques qui sont trop chères pour ce que c'est. Beaucoup trop de marques, vraiment, qu'on surfait là-dessus pendant des années. Sauf que là, il y a l'inflation, donc les gens ont moins de fric qu'avant aussi, accessoirement. Et aussi, les gens peut-être prennent
avec des podcasts, avec des vidéos YouTube, avec des trucs, avec des articles, prennent un peu plus conscience que des fois, ils se font un peu baiser quand même. Ils se font un peu baiser. Et puis, on avait un peu l'euphorie post-Covid où, comme on l'a dit beaucoup, les gens n'avaient pas dépensé une partie de leur argent. Ouais, il y a eu ça aussi. Et il y avait un peu ce côté, allez, je me fais plaisir. 2021, pendant et après. Il y a vraiment eu ce côté-là. Bien sûr. Qui a un petit peu dégueulé sur 2022. Hop, changement de crypto, changement de paradigme aussi. Et puis, ça s'est calmé. Et puis, comme tu dis maintenant, les gens ont envie de savoir où ils mettent leur argent, à qui ils achètent, que ça soit aligné. De plus en plus, quand tu mets un truc, si t'as pas réfléchi, tu te retrouves vivre avec des merdes qui veulent rien dire, et qui sont complètement. Il y en a beaucoup, quoi, encore. Ouais, c'est clair. Donc, je pense qu'il y a aussi un truc, il y a beaucoup de concurrence, et ce qui fait que finalement, il y a des gens. Il y a beaucoup de concurrence, ouais. Les gens réfléchissent plus et plus longtemps qu'avant. Oui. Donc en fait, ils achètent moins, tu vois, c'est con, mais du coup, si tu passes 6 mois à réfléchir à quel prochainement, parce qu'il faut se renseigner maintenant, parce que t'as tellement de concurrence. Aujourd'hui, t'as 2000 balles à mettre dans une montre. T'as pléthore, hein. Putain, faut faire des recherches quand même, hein, parce que c'est clair. tu peux tomber sur un truc phénoménal qui en vaudrait 5000, comme tu peux tomber sur un truc catastrophique qui en vaut 100, et qui vaut rien même d'ailleurs. Donc il y a quand même c'est vrai. parce qu'il y a des montres à 2000 qui ont des mouvements suisses dedans, qui ont des 28-24 ou des Soprodo machin, et t'as des montres à 2000 qui ont des Miyota série 8, bien sûr, donc bien sûr. Bon, il y a quand même un, tu vois, il y a un monde, et puis même sur les finitions et tout, donc c'est pour ça je pense qu'il y a vraiment du taf. Et puis je pense vraiment, enfin je suis désolé de dire ça, mais je pense que l'industrie l'a bien cherché aussi quand même à un moment donné, hein. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de marques qui se sont bien foutues de la gueule des gens pendant longtemps, pendant très longtemps. Il y en a qui continuent, hein, bisous Rolex, qui continuent à se foutre de la gueule des gens, et au bout d'un moment, bah, ça te retombe dessus, quoi. Enfin, je suis désolé, hein, mais... Et la baisse de Rolex, elle est pas terminée. Enfin, sur le hors boutique, c'est vraiment, tu vois sur les GMT, tu vois sur les Daito et tout ça continue. Ouais. Et je pense que ça va 2024 continuer à baisser encore un petit peu. Ouais, ça c'est bien aussi parce qu'il y a eu une bulle à un moment donné là. Ouais, ça va faire du bien. Elle a explosé à un niveau, enfin la bulle est arrivée à un niveau à un moment donné, tu te dis c'est pas possible. Comment c'est possible que ce soit arrivé jusque là, tu vois? Ouais. Et c'est ce parallèle justement que j'avais fait au départ de l'épisode en parlant de la fameuse 1675 d'Apocalypse Now de Marlon Brando qui pour ces montres-là continuent d'exploser. Ouais. Le vintage, alors là dans des proportions dingues, mais c'est pas le commun des mortels, mais le vintage continue de faire sa petite progression gentiment parce que ces montres ne seront jamais plus reproduites. Exactement. Parce qu'il y a une hype de fou sur les années 60-70 et à mon avis qui est pas prête de s'arrêter. Non. Parce que pareil pour les bagnoles, pareil pour, enfin, même pour les fringues et tout, là, t'as plein de rééditions de fringues des années 60, 70, même 80, 90. Là, il y a une, parce que les années 90 reviennent très fort aussi. Bien sûr. Ça revient très fort, là. Et donc, il y a vraiment un truc, qui revient, dans la mode de manière générale. De toute façon, la mode, c'est cyclique. Tout le monde le sait, on l'a toujours dit. Mais je pense que le vintage, ça va pas s'arrêter pour le coup. Ça va pas, à un moment donné, ça va pas exploser ad vitam aeternam, mais ça peut continuer cette courbe de progression très, très douce pendant longtemps, tu vois. Et j'aime beaucoup cette théorie que j'avais entendue à plusieurs reprises. Effectivement, ça glisse maintenant années 80-90 parce que c'est la résultante des trentenaires qui commencent à avoir un petit peu d'argent. Exactement. Et qui se payent ce qu'ils voulaient avoir quand ils étaient gamins. C'est ça. Donc, ma génération, c'était ce qu'on voulait dans les années 70-80. Ouais. La génération des trentenaires, c'est ce qu'ils voulaient dans les 80-90. C'est moi. Voilà. Et donc, dans l'art, dans les montres, dans les voitures. Donc, mais tu vois, je suis le premier à le faire. Moi, j'ai racheté tous les Dragon Ball en DVD. Tu vois donc, je veux dire, voilà. Et dans 10 ans, ça sera les mecs qui seront sur les années 90, 2000, etc. Exactement. Donc, mais en revanche, je pense que la lame de fond années 60-70, parce que ça a quand même été un moment tournant de l'horlogerie extrêmement important, demeurera malgré tout, mais deviendra inaccessible. Oui, ça a été les modèles les plus marquants, surtout que vu la place de la montre de plongée aujourd'hui, tu vois, les années 50, 60, 70, avec la place de la montre de plongée dans le monde moderne, évidemment que ça va rester, et aussi, enfin, même pour les bagnoles et tout, les années 60, c'est quand même le pic du design, hein. C'était magnifique. Mais attention, aujourd'hui, autant une montre des années 60-70, comme tu vois là, pour l'auteur que j'adore, ou une voiture des années 60-70, c'est compliqué de les utiliser au quotidien. Oui. D'où l'intérêt, comme moi le premier, sur des montres un petit peu plus récentes, mais vintage, 20-30 ans, c'est le meilleur des deux mondes. Tu vois, oui, je suis d'accord avec toi. Les gens se rendent pas compte que le parallèle avec la bagnole se fait effectivement, que utiliser au quotidien qu'est-ce qu'à 50 ans c'est compliqué, c'est très compliqué, elle va pas démarrer tous les matins, enfin voilà, pas une route, pas les mêmes passages de vitesse, pas les mêmes mélanges d'huile, d'essence, enfin attention. Et pareil pour les montres. Une montre qui a 50-60 ans, faut être sérieux sur les révisions et tout, hein, parce que déjà t'es pas sûr qu'elle tourne, t'es pas sûr de pouvoir te laver les mains avec, t'es pas sûr de, enfin c'est compliqué, hein, tu peux être à moins 1 minute par jour. Le mouvement micro-rotor de 215 sur la pole router, faut pas péter une pièce, hein, attention. Non, c'est ça. En plus, va remplacer les trucs derrière. Donc non, faut faire attention, faut s'en rendre compte. Donc c'est magnifique, mais c'est des montres de collection.
camion de collection, voilà, c'est ça. Ça peut pas être ton daily driver, c'est impossible. Et donc pour ça, même les voitures des années 90 sont parfaites aussi. Oui, c'est vrai. Peu d'électronique et fiable. Ben écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, c'était cool en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, ce que vous pensez de ce type de format. Et puis de toute façon, on va retrouver Dylan dans un autre épisode qui va arriver bientôt, où on parle d'autre chose tout simplement, mais c'est un petit peu le côté conversation et échange sur des choses comme ça. N'hésitez pas à me dire ça. Merci Dylan pour le temps. Mais avec plaisir, merci à tous d'avoir écouté, et puis avec plaisir pour la prochaine. À très vite, ciao Dylan. À plus, ciao. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide tellement la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrez-vous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage. Mais écoutez plutôt. Faire un homme heureux, c'est mériter de l'être. Jean-Jacques Rousseau. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain, 9h, et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao!